L'histoire commence dans un monde dystopique où une fille regarde son chiot en peluche, triste qu'il soit déchiré. La mère de la fille suggère de s'en débarrasser. Bien qu'ils viennent de l'acheter, elle pense que le recoudre rendrait le jouet laid. Ils sont riches. Ainsi, la mère n'a aucun problème à acheter un autre jouet. La petite fille aussi, bien qu'attachée à ce jouet, accepte de le jeter, influencée par les paroles de sa mère. Alors, la mère jette le jouet avec d'autres ordures dans la poubelle juste devant leur maison. Le sac poubelle passe par un système de ventilation et arrive dans un camion de ramassage des ordures, qui transporte les déchets pour leur élimination finale dans la décharge sous la ville. Pendant ce temps, alors que la mère retourne chez elle, une silhouette mystérieuse encapuchonnée pose son regard sur elle et la fixe avec haine pour avoir jeté les choses si facilement. Peu après, le camion de ramassage entre dans la décharge, suivi par un autre homme mystérieux. Quelques minutes plus tard, un membre du personnel de cette installation trouve l'homme en train de fouiller dans les ordures dans une pièce remplie de sacs poubelles. Soupçonneux, le garde pointe son arme sur l'homme, exigeant de savoir qui il est et quel est son but ici. Le garde mentionne qu'il y a eu un rapport récent sur un voleur d'ordures qui ternit la beauté de la ville en déplaçant les déchets à l'extérieur. Soupçonnant que l'homme est ce voleur, le garde déclenche l'alarme d'urgence et, en quelques secondes, 2 autres membres du personnel arrivent pour appréhender l'homme. L'homme jette des ordures sur les gardes, les prenant par surprise, sans jeu de mots, et s'échappe de la pièce par les conduits. Mais alors qu'il est sur le point de sortir par la porte arrière, celle-ci se ferme sur lui, donnant au garde l'opportunité de tirer. L'homme active un pouvoir caché, augmentant sa vitesse, lui permettant d'esquiver les balles comme un ninja. Il est effleuré par une balle, mais parvient finalement à s'échapper par le système d'égout. Une fois les choses calmées, il sort dans une rue vide et parle enfin, affirmant qu'il n'est pas un voleur et qu'il a fait tout cela pour récupérer des choses qui ne méritaient pas d'être jetées, y compris le chiot en peluche. Le lendemain matin, des rumeurs circulent sur le voleur d'ordures, et 2 femmes discutent de combien ces personnes sont nuisibles pour la société, les qualifiant de sauvages. Un homme d'âge moyen en vêtements sales, clairement un paria dans cette société propre, entend les commérages, mais choisit de ne pas s'engager dans une dispute et s'éloigne, quittant la ville par une petite porte. Il entre dans un bidonville juste à l'extérieur de la ville. L'homme relaie les nouvelles aux habitants sur la rumeur qui se répand à leur sujet, et tout le monde devient inquiet, pensant que la police va maintenant les poursuivre. Une fille nommée Chiwa soupçonne immédiatement son ami Rudo, le garçon aux yeux rouges, qui est certainement le même enfant qui a causé tout ce drame. Rudo est actuellement occupé à réparer tous les déchets qu'il a collectés lors de sa chasse, principalement des jouets et des accessoires réparables, et ne remarque pas Chiwa au début. Chiwa s'approche et lui demande s'il a encore risqué sa vie en entrant dans la ville juste pour voler des ordures. Elle lui rappelle à quel point les habitants de la ville sont stricts sur le contrôle des déchets et que s'il se fait prendre, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Rudo répond que ce ne sont pas des ordures, mais des objets parfaitement utilisables que ces riches gamins de la ville jettent sans y réfléchir. Il exprime combien il se sent mal pour ces objets qui ne méritent pas un tel traitement, et c'est pourquoi il les a ramenés ici, pour les réparer et peut-être les vendre aux habitants des bidonvilles. Chiwa comprend la motivation de Rudo, mais en même temps, elle ne peut s'empêcher de se demander si son ami est tombé amoureux des ordures ou quelque chose comme ça. 3 autoproclamés élites de ce bidonville arrivent pour intimider Rudo. Le gars du milieu commente l'odeur nauséabonde et dit à Chiwa qu'elle ne devrait pas traîner avec ce loser ramasseur d'ordures. Un autre des intimidateurs donne un coup de pied à une lampe que Rudo vient de réparer et dit moqueusement, ça ne sert à rien de réparer des ordures, car personne n'utilisera quoi que ce soit touché par ce loser. Chiwa ne comprend pas quel est le problème de ces 3 idiots, car elle pense qu'ils sont tous comme Rudo, pauvres, discriminés, bien sûr, sales. Mais l'intimidateur n'est pas d'accord, affirmant qu'ils ne sont rien comme Rudo et qu'ils peuvent sortir de ce ghetto s'ils travaillent dur. Apparemment, ce bidonville a été construit pour y jeter les criminels. Et les 3 intimidateurs, Chiwa et Rudo, sont tous des descendants de criminels. Les choses allaient prétendument bien pour eux tous jusqu'à ce que les parents de Rudo se lancent dans une série de meurtres, détruisant toute pitié ou confiance qu'il restait aux résidents de la ville. Après que les intimidateurs finissent par partir, Chiwa remonte le moral de Rudo, disant qu'il est une bonne personne et qu'il réussira sûrement dans la vie. Elle remarque alors le chiot en peluche, et Rudo lui dit hésitamment qu'il veut en fait lui offrir en cadeau. Mais avant qu'elle ne puisse le prendre, la mère de Chiwa arrive et lui dit de s'éloigner de lui, l'entraînant loin de là. Rudo rentre chez lui et trouve l'homme nommé Recto à l'intérieur. C'est le même homme que nous avons vu plus tôt écouter les 2 femmes en ville. Recto se moque gentiment de Rudo pour avoir échoué à impressionner Chiwa, révélant qu'il a tout entendu. Mais blague mise à part, Recto veut savoir comment s'est passée la collecte de déchets de Rudo la nuit dernière. Recto dit à Rudo qu'il n'a pas besoin de passer par tout ce tracas pour gagner de l'argent, car il est encore un enfant. Recto dit que, bien qu'il ne soit pas lié par le sang, il considère toujours Rudo comme sa famille. Rudo est reconnaissant envers Recto pour cela, révélant que Recto l'a recueilli lorsqu'il a été abandonné après l'incident impliquant ses parents et l'a élevé depuis. C'est pourquoi Rudo veut le rembourser en faisant tout ce qu'il peut, y compris collecter des ordures dans la ville. Recto remarque la blessure sur le bras de Rudo et,
réalisant qu'il a été touché par une balle, la traite immédiatement, lui disant strictement d'arrêter d'aller à la décharge désormais. Rudo ne pense pas que cette éraflure soit quoi que ce soit comparé aux cicatrices qu'il a reçues à cause de ses vrais parents, révélant que ses 2 mains sont couvertes de marques noires. Malgré tout, Recto dit à Rudo d'arrêter avant que les flics ne découvrent son identité. S'il est attrapé, il sera sûrement envoyé dans l'abîme, le même endroit où le père de Rudo a été jeté. Depuis son enfance, Rudo a toujours été méprisé par tout le monde à cause de ses mains d'apparence inhabituelle. Et depuis que Recto lui a donné ses gants, il a eu la confiance nécessaire pour avancer. Quoi qu'il en soit, Recto taquine à nouveau Rudo, lui disant d'agir vite et de donner le chiot en peluche à Shiwa avec un baiser sur la joue en bonus. Rudo refuse évidemment et se lance dans une bagarre amicale avec son père attentionné. Pendant ce temps, l'homme encapuchonné que nous avons vu au tout début se tient dehors, écoutant la conversation de Rudo. Sa relation avec Recto est une relation amoureuse. Il exagère souvent. Il lui tient la joue et lui dit qu'il devrait apprendre à sourire parfois. Et même s'il n'est pas heureux, il pourrait tout aussi bien feindre un sourire pour que les autres ne sachent pas qu'il n'est pas heureux. Comment pourrait-il même feindre un sourire quand son œil sort comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui? Il finit par échapper à l'emprise de Recto et sort de la maison. Il regarde autour de lui et voit qu'il est le matin. Alors il se demande si Shiwa est maintenant dehors. Il marche vers l'abîme, se rappelant qu'il n'a même pas à aller si loin pour trouver des ordures, car toutes les ordures de cette zone sont jetées dans l'abîme. L'abîme est un immense site de décharge. Et pas seulement des ordures comme des objets inutiles y sont jetés. Même les humains pêcheurs sont également jetés là-dedans. Il regarde l'abîme et voit qu'un criminel est sur le point d'être jeté. Il se souvient que son père a également été jeté dans l'abîme. Du moins, c'est ce qu'il a entendu, et il ne peut pas confirmer si c'est vrai ou non. Il entend une personne dire que quelqu'un est sur le point d'être jeté à nouveau. Il dit oui et se retourne pour voir que c'est Shiwa. Ils échangent des amabilités, et elle admet qu'il est rare de le voir par ici. Eh bien, peut-être que c'est son jour de chance. Pour lui, la vue de là-bas n'est pas si belle. Pas que la vue de tout le bidonville soit bonne, mais c'est juste complètement différent. La raison pour laquelle le bidonville a été construit au bord de la ville est de montrer aux gens là-bas que s'ils se comportent mal, ils seront jetés dans l'abîme. C'est drôle, car peu importe combien vous essayez d'éviter de voir des gens tomber à leur mort, vous les verrez sûrement là-bas. Rudo mentionne que c'est exactement ce que Recto lui avait conseillé, et en entendant cela, Shiwa lui confirme que c'est parce qu'il tient beaucoup à lui et qu'il compte pour lui. Face à ces mots, Rudo rit à l'idée que quelqu'un comme Recto puisse l'aimer, mais en répétant ces paroles, il se rend compte qu'elle a dit aussi. À peine Shiwa s'en rend-elle compte qu'elle ne peut s'empêcher de rougir, alors elle tente de lui expliquer qu'elle ne le disait pas dans ce sens-là. En la voyant réagir ainsi, Rudo ne peut s'empêcher de tomber à la renverse sous le choc, ce qui fait qu'il finit par révéler la peluche. Au moment où elle se rend compte de ce qu'elle a entre les mains, Rudo rassemble toutes ses forces pour lui dire que lorsqu'il l'a trouvée, il a pensé que cela pourrait lui plaire. Il admet qu'il est possible qu'elle n'aime pas quelque chose que quelqu'un d'autre a jeté, mais il a tout de même cru que la peluche serait plus heureuse avec elle que dans une poubelle. En lui tendant la peluche pour qu'elle la prenne, Shiwa la reçoit et lui dit qu'elle est heureuse et qu'elle en prendra soin pour toujours. Rudo est incapable de garder une expression normale en la voyant si contente, et lorsqu'il s'éloigne, il finit par courir de toutes ses forces, heureux d'avoir réussi à lui offrir ce cadeau. Alors qu'il rentre chez lui, il heurte les apôtres en chemin. Ils sont environ 4, et c'est une vue très inhabituelle dans le bidonville. Ils ne lui font rien et continuent leur chemin. Mais il se demande ce qui a pu les amener là. Il continue de courir jusqu'à ce qu'il arrive chez Recto. Il voit un homme essayer de tuer Recto et crie, mais il n'y a personne pour l'aider. Il court pour combattre l'homme, mais l'homme le repousse. Lorsqu'il se reprend, l'homme en a fini avec Recto. Il reste assis là, regardant l'homme partir sans savoir quoi faire. Quand il se ressaisit, il crie le nom de Recto et court à son secours. Recto crie qu'il devrait partir, mais il ne peut pas laisser son oncle comme ça. Recto lui crie dessus. Il lui dit qu'il doit changer le monde. Il est le seul qui peut changer un monde aussi sale que celui-ci, et il doit survivre. Rudo a tellement d'amour pour Recto et ne peut s'arrêter de le tenir. Alors il continue de s'accrocher. Les apôtres arrivent là et le trouvent avec un corps mort. Ils tirent pour l'incapacité et le déclarent meurtrier, l'arrêtant pour avoir tué Recto. Il proteste. Tout d'abord, Recto n'est pas mort. Il pourrait encore être sauvé s'ils agissent vite. Cependant, les apôtres, qui pensent qu'ils sont plus élitistes que les gens du bidonville, se moquent même de la vie des habitants du bidonville. Ils veulent juste attraper celui qu'ils présument être un criminel. Il essaie d'expliquer qu'il n'a tué personne et que la personne qui l'a tué vient de s'échapper. Cependant, il déclare qu'il vient du bidonville et est définitivement capable de meurtre. De cette pièce, il est emmené directement à l'abîme. C'est drôle comment, en une fraction de seconde, les circonstances d'une personne peuvent changer pour devenir ce dont il parlait autrefois. Il est suspendu au-dessus de l'abîme, et tout le monde commence à commérer à son sujet. Shiwa, compréhensiblement, entend aussi. Il parle de comment il est devenu un meurtrier d'enfants qui a tué l'homme qui s'occupait de lui. Shiwa est déçue, car elle avait de grands espoirs pour lui.
Alors qu'il est sur la corde pour être jeté, les apôtres déclarent qu'il est un criminel qui mérite d'être jeté dans l'abîme. Tout le monde commence à crier le slogan « Du bidonville à l'abîme » et à presser l'apôtre de le jeter. Il se demande s'il y a quelqu'un qui veut l'écouter. Il ne l'a pas fait, et personne ne veut le croire. Il regarde autour de lui et voit Chiwa dans la foule. Elle ressemble à un visage familier, mais il peut sentir qu'elle le condamne aussi. Elle parle dans son esprit qu'elle lui faisait confiance. Elle a parlé pour lui-même quand les autres ont déclaré qu'il était un meurtrier. Mais il l'a déçu et s'est finalement transformé en un meurtrier d'enfants. Elle laisse tomber la peluche qu'il lui avait donnée et s'éloigne, déçue. Voyant que personne ne pouvait même dire un mot gentil à son sujet, il se sent très mal. Il avait été condamné même avant ce qui s'est passé, et c'est une raison suffisante pour haïr tout le monde. Il jure qu'il aura sa revanche. Mais la question est quand, car il est jeté directement dans l'abîme, et l'obscurité l'enveloppe. Il peut sentir sa vie s'éteindre alors qu'il voit plusieurs visions devant lui. Ses yeux se ferment dans l'obscurité et, de manière choquante, il les ouvre à nouveau, cette fois, pas au monde, mais à une scène de déchets. Il conclut qu'il a bel et bien été jeté dans l'abîme. Il regarde autour de lui et entend des sons et des mouvements. Il sait que ce qu'il est sur le point de rencontrer n'est pas favorable. Il a en effet entendu dire que l'abîme est sombre, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un enfer sur terre. En un changement de scène, nous voyons un peu des pensées de Rudo. Il a toujours trouvé cela étrange, et c'est que, malgré l'intérêt que tous portent à la saleté et aux criminels, personne ne semble s'en soucier ni réfléchir à ce qui se passe lorsqu'on tombe dans l'abîme. Revenant au moment présent, Rudo commence à fuir pour sauver sa vie de ces monstres géants qui se précipitent rapidement vers lui. Au moment où il est encerclé, il se demande « Qu'est-ce que ces choses ?» car elles ressemblent à des masses de déchets vivants. Il échappe de justesse à la morsure de l'un d'eux et, alors qu'il continue de fuir à toute vitesse, il tombe au sol pour se retrouver face à un crâne humain. Cela le pousse à se demander comment ils ont osé le jeter dans cet endroit, et à cause du bruit qu'il fait en criant, le sol sous ses pieds s'effondre, le faisant tomber dans une zone plus basse, hors de vue des monstres. C'est alors qu'il se rend compte que l'air de cet endroit ruinera ses poumons, mais il continue de le respirer, se promettant de trouver un refuge rapidement dans un endroit sûr. Cependant, lorsqu'il observe le paysage autour de lui, il commence à douter qu'une zone sûre puisse exister dans cet enfer. Soudain, il commence à tousser du sang, affecté par la toxicité de l'air, ce qui attire l'attention des monstres derrière lui. Lorsqu'il se rapproche à nouveau, il se demande si tout va encore une fois se terminer sans qu'il puisse rien faire. Aussitôt après, il prononce le nom de Recto, et l'image de son corps sans vie lui vient à l'esprit. Cette pensée l'empêche de se rendre et lui fait comprendre qu'il lui reste encore une chose à accomplir. Il prend alors une barre de métal et déclare que ceux qui l'ont méprisé, ceux qui l'ont accusé à tort et ceux qui l'ont jeté dans l'abîme vont payer. Mais avant quiconque, le premier à payer sera celui qui a tué Recto. Il va le chercher, le trouvera, puis l'anéantira. Après cela, l'une des bêtes se jette pour le dévorer, mais Rudo l'écarte simplement d'un puissant coup de barre métallique qu'il tient dans ses mains. Il pense également qu'il fera attendre la mort elle-même avant de réclamer sa vie, jusqu'à ce qu'il ait accompli son objectif. D'un autre côté, nous voyons qu'une personne inconnue avec une ombrelle n'est pas très loin de cet endroit et porte son attention sur ce qui se passe lorsqu'une boîte de conserve lui tombe dessus. De son côté, Rudo commence son combat contre ces monstres, et alors qu'il assène de bons coups à l'un d'eux, on voit qu'il continue de saigner à cause de l'intoxication. À ce moment, il jette son arme sur l'une des bêtes, et alors qu'il est en l'air, il est violemment frappé par une autre, ce qui le projette à plusieurs mètres de distance. Sans avoir le temps de se reposer, Rudo prend maintenant un feu de circulation pour le lancer comme une lame rotative sur les membres de l'un d'eux, avant d'être surpris par un autre qui l'attaque depuis le sol. En s'écartant à nouveau, il ressent des difficultés à respirer à cause de la pollution de l'air de cet endroit horrible. Et tandis qu'il résiste, on voit une petite étincelle jaillir de son corps, quelque chose dont il ne se rend pas compte. À ce moment, il est attaqué de deux directions différentes, mais au moment de l'impact, il prend une tôle de toit comme une lame pour couper l'un d'eux en deux, et quelques secondes plus tard, cela explose sans laisser de traces. Après avoir vaincu ses ennemis, il tombe à genoux sans prêter attention à un autre qui s'approche. Celui-ci est beaucoup plus grand que les précédents, et en se rapprochant, il lève lentement deux pattes, révélant une taille colossale. Rudo le regarde fixement et, sans hésiter, commence à fuir dans la direction opposée à toute vitesse. Quelques secondes plus tard, le géant de déchets s'effondre au sol avec fracas, générant une onde de choc qui repousse tous les déchets autour de lui, atteignant également Rudo et le faisant voler. Lorsqu'il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit est un inconnu avec une ombrelle juste à côté de lui, affaibli par la contamination de ses poumons. Cet homme le saisit par les vêtements pour le relever et lui donne ensuite un bon coup de pied dans le dos. Alors qu'il encaisse la douleur de ce coup, l'inconnu le rattrape à nouveau et lui place un masque à oxygène, ce qui le surprend, car il peut maintenant respirer normalement. Grâce à cela, la première chose qu'il fait est de demander ce que cet endroit est et ce que sont ces monstres. Face à ses doutes, l'homme à l'ombrelle lui fait signe de se taire et le lui dit à voix très basse. Sans lui obéir, Rudo élève la voix pour savoir ce que ce monde est,
et une fois de plus, l'inconnu lui répète la même chose. Après quelques tentatives, Rudo lui dit qu'il ne l'entend pas bien et qu'il veut qu'il parle plus fort. En réaction à cela et à son attitude, l'homme lui crie avec rage qu'ils ne sont pas sous terre, mais à la surface, et que ceux d'en haut, ceux de la cité céleste, ont jeté toute cette poubelle. De plus, il lui a déjà dit plusieurs fois de se taire, car c'est à cause de cela qu'ils ont été repérés par ces monstres. Il s'agit de bêtes de déchets, des monstres nés des ordures, et il est inutile de les détruire encore et encore avec des armes ordinaires. Elles réagissent également au bruit de la voix humaine, ce qui explique pourquoi il parlait à voix basse. Mais maintenant, tout est ruiné à cause de lui, et comme les bêtes d'ici sont spéciales, elles voulaient faire du bruit. Lorsqu'une des bêtes se trouve derrière lui, soudain une aura brillante enveloppe son ombrelle pour en changer l'apparence. L'homme mentionne que, bien que ce ne soit pas la meilleure tactique de survie, il se sent mieux après avoir crié un peu, et il dirige ensuite son ombrelle vers le monstre pour la faire tourner à grande vitesse, causant sa destruction lorsqu'il tente de l'attaquer. Rudo observe que ce monstre ne revient pas à la vie, car ses morceaux se désintègrent peu à peu. Malgré cela, l'homme remarque qu'une énorme quantité de bêtes est présente pour les attaquer, et sans hésiter, il les détruit rapidement l'une après l'autre avec de simples attaques. En assistant à cela, Rudo se demande si sa technologie est quelque chose de spécial dans l'abîme ou s'il possède un pouvoir unique. Il pense aussi que s'il avait un pouvoir comme celui-ci, il pourrait se venger de ceux d'en haut. L'une des bêtes lance une attaque à longue distance, mais l'homme fait simplement tourner son ombrelle pour neutraliser cette masse d'acide. Et lorsque ce liquide se divise en morceaux pour tomber au sol, il provoque de grandes explosions instantanées. Ensuite, l'inconnu se jette sur le monstre, s'élève dans les airs et tient son ombrelle contre son corps. Dès qu'il dirige la pointe vers la bête, il l'enveloppe de pouvoir pour exécuter une attaque spéciale, qui la fait s'écraser contre sa tête comme un projectile. L'impact génère une onde de choc autour de lui, et la force exercée explose, non seulement la bête, mais aussi le sol lui-même, la vainquant en un instant. Une fois cela terminé, il revient vers Rudo et lui dit qu'il est bon qu'il soit encore vivant, tandis que ce dernier lui demande qui il est. À sa question, l'homme retire son casque pour se présenter comme Engine, et en enlevant son masque à oxygène, il ajoute qu'il est un simple et humble nettoyeur. Immédiatement, il commence à se tordre à cause de la puanteur de l'air et remet son masque, reprochant à Rudo de l'avoir forcé à faire cela. Rudo reste silencieux, car il s'effondre soudainement inconscient à cause de l'épuisement. Ici, nous revenons au passé de Rudo, où Recto, en le voyant arriver sale, lui demande ce qui s'est passé. Rudo répond qu'il a été poussé, car il a dit aux enfants habituels que les choses ont une vie, mais ils se sont moqués de lui et l'ont frappé. Recto lui demande s'il s'est vengé d'eux, et quand il répond que non, il le félicite de ne pas l'avoir fait. Ensuite, Rudo lui rappelle qu'il lui avait parlé il y a longtemps d'un esprit qui habiterait les choses qu'il utiliserait pendant longtemps. En entendant cela, Recto suppose que c'est à cause de cela qu'il a interprété que les choses ont une vie. Il clarifie que ce n'est pas le cas, c'est juste un vieux dicton pour encourager à bien prendre soin des choses, bien qu'en réalité, lui-même croit que c'est vrai. Pendant qu'il le nettoie de la saleté, il suggère que cette serviette pourrait le laisser propre grâce à l'esprit qu'il habite. Rudo lui demande si les choses autour de lui ont aussi des esprits, et Recto répond qu'il est possible que oui. Et lorsque Rudo porte son attention sur ses gants, il lui dit que certainement, un jour, un esprit les habitera s'il en prend bien soin. C'est là que Rudo se réveille peu à peu, et la première chose dont il se rend compte, c'est qu'il est complètement enchaîné. Engine le salue tranquillement, mais Rudo commence à l'insulter, voulant savoir pourquoi il est ainsi attaché et ce qu'il compte faire de lui. Après l'avoir écouté, Engine clarifie qu'il le transporte délicatement car il était évanoui, mais Rudo exige qu'on le libère, car il doit remonter immédiatement. Engine l'informe que malheureusement, ce ne sera pas possible, et que ici, ils appellent la cité céleste le monde supérieur. Il lui demande alors comment il prévoit de voler jusqu'à là-haut, soulignant qu'il s'agit d'une hauteur gigantesque à parcourir. Il lui indique aussi que la cité céleste est toujours en mouvement. Bien qu'il y ait plusieurs autres raisons, ce qu'il essaie de dire, c'est que ce n'est pas possible maintenant, donc s'il a bien compris, il veut qu'ils se taisent, sinon ils seront mangés. Malgré cela, Rudo jure qu'il reviendra, quoi qu'il dise. Et d'après ce qu'il a dit sur le fait que ce n'est pas possible maintenant, il suppose qu'il connaît donc une façon d'aller à la cité céleste. À cause de cela, il lui demande de lui raconter tout ce qu'il sait sur ce monde, ainsi que sur les monstres d'avant et le pouvoir qu'il a utilisé, car il veut utiliser tout cela pour mettre fin à ce type et aux gens de la cité céleste. Soudain, Engine retire son casque et lui dit que s'il insiste autant, il accepte de lui donner une leçon sur quel genre d'endroit est celui-ci. En le traînant le long d'un chemin, ils arrivent dans un endroit où il y a moins de déchets. Là, il l'avertit que tout est entre ses mains, puis fait demi-tour et l'abandonne sans prêter attention aux plaintes de Rudo, qui se rend compte quelques secondes plus tard qu'il y a d'autres personnes à cet endroit. Ils sont surpris par sa présence, et l'un d'eux juge que, d'après ses vêtements, il s'agit d'un habitant de la cité céleste, mais comme il ne veut pas tirer de conclusions hâtives, il lui demande calmement d'où il vient. Avec un peu de nervosité, Rudo répond qu'il est tombé de la cité céleste,
ce qui fait que tous enlèvent brusquement leur masque, montrant beaucoup d'excitation d'avoir un habitant d'en haut. Rudo leur demande qui ils sont, tandis que s'étonne qu'ils parlent la même langue. Lorsqu'il réalise qu'il a peur, le chef lui explique que d'ordinaire, il ne trouve que les corps qui tombent de la cité céleste. Il considère aussi que c'est une manière horrible et cruelle de l'attacher, alors il accepte de le détacher. Pendant qu'il le fait, Rudo commence à penser que c'est un homme plus raisonnable que Enjin, mais sans s'en rendre compte, il l'attache à l'intérieur d'un véhicule, craignant qu'il ne s'échappe. Comme il scelle la bouche de Rudo, il n'a d'autre choix que de se débattre. En revanche, le chef lui raconte que les corps des Célestiens se vendent très cher, car beaucoup de gens les désirent, commençant par le cadavre entier, mais aussi les yeux, les bras, les jambes et les vêtements. Ensuite, il précise que leur valeur vient du fait que tout le monde les hait. Cela parce qu'ils ne cessent de leur jeter des ordures d'en haut. L'accumulation de ces déchets est ce qui a créé une atémocité céleste toxique, donnant naissance à ces monstres. Beaucoup sont morts sous les griffes de ces bêtes, d'autres ont été écrasés par les ordures, tandis que d'autres se sont retrouvés sans abri à cause de la pollution. Compte tenu de tout cela, il est normal que ces gens prévoient de le torturer ou de faire pire en public, et après l'avoir vendu, ils devront assister à son sort, mais comme ils ne veulent pas qu'il meure de faim, ils commencent à lui donner de la nourriture de force, qui est évidemment dégoûtante. À cause de sa réaction, le chef suppose qu'il considère la nourriture du bas monde comme des ordures et pense que les délicats de la cité céleste détestent toucher ce genre de choses. Au moment où il lui donne à manger à nouveau, Rudo lui mord violemment 2 de ses doigts, provoquant un recul de douleur alors que la chair est arrachée. Pendant ce temps, Rudo commence à mâcher cette chair et mange même plus que ce qu'on lui a laissé. Il leur dit que ce n'est pas de la poubelle, car on peut encore le manger sans problème. De plus, il dit que les gens sont tous pareils peu importe s'ils viennent de la cité céleste, du bas monde, d'en haut d'en bas. Alors qu'un pouvoir mystérieux émerge de ses mains et enveloppe les chaînes, Rudo leur conseille de ne pas tout diviser selon leur convenance. Après avoir brisé les chaînes d'un puissant coup, il leur jure qu'il ne se retiendra plus et déchaîne ce pouvoir sur le sol. Enjin observe cela de loin et remarque qu'il possède une grande quantité d'énergie, ce qui confirme les soupçons qu'il avait sur lui. Ici, on répète les paroles que Recto avait dites à Rudo dans le passé, à propos du fait que certainement, un jour, un esprit habiterait ses gants s'il en prend bien soin, et qu'indubitablement, il lui apporterait de l'aide. Rudo prend les chaînes devant lui et leur insuffle du pouvoir, ce qui surprend les autres qu'il y ait quelqu'un comme ça aussi dans la cité céleste. Enjin confirme totalement qu'il s'agit de quelqu'un capable de donner vie aux objets pour en extraire leur pouvoir, appelé forgeur d'âme. Lorsque les bandits tentent de l'attaquer, l'un d'eux prévient les autres qu'ils doivent viser la chaîne, car les forgeurs d'âme ne peuvent pas utiliser leur pouvoir sans leur objet. Mais lorsqu'ils parviennent à le lui enlever, Rudo prend un pneu au sol pour le transformer en arme. Cela surprend autant le chef que Enjin, car il est capable d'utiliser plus d'un objet. Une fois qu'il a battu tout le monde, il se dirige lentement vers le chef des bandits, qui, malgré sa peur, l'insultant le traitant de dégoûtant célestien. Juste avant que Rudo ne tente de l'attaquer, Enjin apparaît à temps pour l'arrêter et lui demander de se calmer. Cela ramène Rudo à la raison, ainsi que ses yeux, et maintenant les objets qui étaient suspendus en l'air tombent au sol. Le bandit s'évanouit à cause du choc, tandis que Rudo essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Cela se produit en même temps que le dogmatique à ses côtés se transforme en cendre. Il se rend compte que lorsqu'il a repensé aux paroles de Recto, ses gants ont commencé à dégager ce pouvoir. Enjin remarque qu'il commence à saigner du nez, alors il lui dit que son corps ne supporte pas autant de pouvoir et s'excuse, car il le mettait à l'épreuve pour confirmer qu'il possède ce pouvoir. De plus, il accepte de lui enseigner tout sur ce monde et sur ce pouvoir, mais en échange, il veut qu'il rejoigne les nettoyeurs, car ils ont besoin de lui. Rudo est un peu choqué par cette proposition, mais sans y réfléchir beaucoup, il lui dit qu'il ne veut pas. Dans une autre scène, on voit un individu sur le toit d'un bâtiment abandonné, surpris de recevoir un appel d'Enjin. Il lui demande ce qui se passe, et après avoir entendu ce qu'il dit, il s'étonne qu'Enjin ait trouvé un diamant brut. Enjin lui raconte qu'il l'a trouvé par hasard dans la zone interdite, et qu'il possède une capacité très particulière. En fait, d'après ce qu'il a vu, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi il l'a recruté comme nettoyeur et prévoit de le lui présenter plus tard. On voit maintenant Rudo allongé sur une civière, en train d'être soigné par un médecin. Après avoir entendu Enjin, il lui rappelle qu'il n'a jamais dit qu'il rejoindrait leur groupe. Enjin lui demande s'il pense vraiment pouvoir se permettre de choisir. Rudo lui explique qu'il doit retourner à la surface au plus vite. Il est alors interrompu par le médecin, qui s'exclame qu'il a eu de la chance de survivre à la zone interdite, car s'il avait respiré un peu plus d'air là-bas, il serait déjà mort. Et pour ne rien arranger, après ça, il s'est fait kidnapper. Il a vraiment la poisse, et devrait remercier le nettoyeur de lui avoir sauvé la vie. Rudo se fâche d'être sermonné, mais à ce moment-là, le médecin annonce que le traitement est terminé et les met dehors à grands cris. Une fois dehors, Rudo réfléchit un instant puis décide de remercier Enjin d'avoir payé son traitement, mais précise qu'il cherche seulement des informations et qu'il n'a pas le temps d'être nettoyeur.
Enjin lui rappelle alors que les types qui allaient l'emmener traitent les Célestiens comme des ordures. Il peut aller demander à qui il veut, mais si on découvre qui il est, ce sera sa fin. Rudo continue à y réfléchir. Enjin précise que dans ce monde, les gens ne sont pas assez gentils pour donner des informations gratuitement. Après cela, Enjin l'emmène manger quelque chose et s'étonne de voir à quel point Rudo mange, même si c'était prévisible vu tout ce qu'il a vomi après avoir mangé ses immondices. Rudo regarde autour de lui et remarque la ville et les gens qui circulent normalement. Il trouve cela surprenant, car il croyait que l'abîme n'était fait que de grandes montagnes de déchets. Il s'était vraiment trompé. Profitant de l'occasion, Enjin lui demande comment il s'appelle. Rudo se présente enfin, sans s'arrêter de manger. Enjin trouve son nom stylé et annonce qu'il est temps pour sa première leçon sur le bas-monde. Il explique que dans le bas-monde, les émotions ou l'anima s'accumulent dans les déchets, et au bout d'un certain point, elles se transforment en énergie capable de provoquer différents phénomènes. L'un de ces phénomènes est l'apparition des bêtes de déchets, qui attaquent les humains dès qu'elles les voient. En général, elles vivent dans les zones de déchets à l'extérieur des villes, mais parfois, elles attaquent aussi les cités. Rudo demande s'il ne vaudrait pas mieux construire des murs. Enjin lui répond qu'il pense comme un enfant, les gens ne peuvent pas vivre enfermés pour toujours. Rudo lui donne raison. Enjin lui rappelle que les armes normales ne fonctionnent pas contre ces bêtes, car leur noyau est fait d'anima, mais qu'on peut les vaincre avec des gants comme les siens. C'est comme un couteau qu'un cuisinier a affûté avec soin ou une plume utilisée pendant des années par un écrivain. Lorsqu'une personne utilise un objet pendant longtemps et y tient suffisamment, l'anima commence à le reconnaître, et on appelle ces objets des instruments vitaux. On ne peut vaincre une bête à noyau d'anima qu'avec un instrument vital. Cependant, peu de gens peuvent extraire le pouvoir des instruments vitaux. Rudo demande s'il insinue qu'il est l'une de ces personnes capables de le faire, et Enjin confirme qu'ils ont tous deux ce pouvoir, ce sont des forgeurs d'âme. En entendant cela, Rudo commence à assimiler l'information en silence, pensant que ce que disait Recto est peut-être vrai. Enjin lui explique que les nettoyeurs sont une organisation qui extermine les bêtes et recrute donc les forgeurs d'âme. Rudo comprend alors pourquoi il a été invité à les rejoindre et demande s'il l'aidera à retourner à la surface s'il accepte. Cette question prend Enjin au dépourvu, et il avoue qu'en réalité, il n'a pas la moindre idée de comment y parvenir. Rudo est très surpris en entendant cela et s'énerve aussitôt, lui demandant pourquoi il a fait comme s'il savait. Mais Enjin lui répond qu'il ne lui a jamais dit qu'il savait. Cependant, il pense connaître quelqu'un qui pourrait l'aider, son chef, un véritable puits de savoir. Rudo est un peu irrité, car cela signifie qu'il doit d'abord le rencontrer. Laissant cela de côté, Enjin lui demande de lui parler de ses gants, de comment il les a obtenus. Rudo devient un peu plus réservé et lui explique que son père les lui a donnés quand il était enfant. Ce sont son trésor et le seul souvenir qu'il garde de lui. Enjin comprend immédiatement, ajoutant que même s'ils sont usés et vieux, il voit qu'il les soigne encore avec tendresse. C'est bien de prendre soin des choses auxquelles on tient, même si la plupart des gens n'arrivent pas à faire quelque chose d'aussi basique. Selon lui, ce sont de bons gants, avec une âme en eux, et il espère qu'il continuera à les protéger ainsi. Rudo est touché par ces paroles et se souvient alors précisément du moment où Recto lui a donné ses gants, ce qui l'émeut un peu. Soudain, le bracelet d'Enjin émet un son. Il se lève et annonce qu'il est en retard. La leçon sur le bas-monde est terminée. Avant qu'il parte, Rudo l'arrête et le remercie pour tout ce qu'il a fait, s'excusant de ne pas l'avoir dit plus tôt. Enjin sourit et lui lance une bourse de pièces en disant que c'est tout l'argent qu'il a pour le moment, alors il doit le dépenser avec sagesse. Rudo est surpris qu'il lui donne même de l'argent et lui demande s'il n'a pas de problème avec ça. Enjin répond que ce n'est pas un souci, c'est l'argent qu'il a reçu en vendant ses vêtements. Il s'en est servi pour payer son traitement et ses repas. En apprenant cela, Rudo perd toute sa retenue et lui crie qu'il va lui donner une raclée. Enjin lui explique quand même qu'on ne peut pas porter de vêtements célestiens dans le bas-monde. Mais Rudo reste très en colère après son départ. C'est à ce moment qu'il voit un chat emporter sa bourse. Rudo le poursuit rapidement dans une ruelle sombre et tente de l'attraper, sans succès. Il se relève pour continuer à courir et, sur le chemin, attrape un bâton sans se rendre compte que quelqu'un le tenait. Grâce à ce bâton, il finit par attraper le chat, subit quelques griffures et récupère sa bourse. Quelques instants plus tard, la personne qui tenait le bâton s'approche et lui dit que ce qu'il tient lui appartient, donc il doit le lui rendre. Rudo est très confus, pensant qu'il parle de l'argent, qui lui appartient clairement. L'autre lui précise qu'il parle du bâton, espèce d'âne. Mais Rudo ne comprend pas l'importance de cette branche. Avant qu'il ne puisse réagir, l'homme se retrouve derrière lui et le pousse pour récupérer le bâton. Ensuite, il le renifle, ce qui fait dire à Rudo qu'il est bizarre, se droguer. Mais il remarque alors que son uniforme porte le même emblème qu'Enjin, ce qui signifie qu'il fait aussi partie des nettoyeurs. Soudain, le bâton de l'homme se met à briller. Après quelques manœuvres, il dit à Rudo qu'il ne peut pas voler un trésor sans en subir les conséquences. Lorsque le bâton se transforme, Rudo comprend qu'il est face à un nettoyeur. L'homme le prévient qu'il va lui donner une leçon, lui et son bâton. Sans hésiter, il le frappe au visage avec son bâton, disant que si on veut voler les trésors des autres, il faut être prêt à se faire blesser.
Rudo est très secoué, il a à peine esquivé le coup. Mais il est surpris que l'homme connaisse déjà son nom. Celui-ci confirme qu'il est un nettoyeur et qu'Enjin lui a vaguement parlé de lui. Il se présente alors comme Zanka Nijiku, membre des nettoyeurs. Enjin lui a demandé d'être son instructeur, mais il ne pensait pas commencer par une leçon aussi basique, ne pas voler les autres. Rudo lui explique qu'il a pris le bâton pour attraper le chat qui lui avait volé son argent. Sans l'écouter, Zanka lui dit d'aller dire à ses parents qu'ils auraient dû mieux l'éduquer. Cette remarque fait perdre son calme à Rudo, car cet homme ne sait rien de lui pour insulter Recto. La colère fait briller ses yeux dans l'obscurité, mais il se souvient alors que Recto lui disait de ne pas être orgueilleux s'il voulait qu'on l'écoute. Il fallait d'abord se calmer et essayer de comprendre l'autre. Se rappelant cela, Rudo retrouve son calme, comprenant que Zanka s'était énervé parce qu'il pensait qu'il lui avait volé quelque chose de précieux. Si on voulait lui prendre ses gants, lui aussi s'énerverait. Il explique calmement qu'il ne savait pas que le bâton avait tant de valeur et s'excuse. En entendant cela, le bâton de Zanka cesse de briller. Il s'excuse à son tour, disant qu'il a perdu son sang-froid, mais ne voulait pas lui faire peur. Rudo reste silencieux, clairement troublé. C'est la première fois qu'il se réconcilie avec quelqu'un, et le conseil de Recto a vraiment fonctionné. Zanka l'aide à se relever, amicalement, et lui demande quel est son instrument vital. Rudo répond que ce sont ses gants, mais il ne sait pas encore quelle est sa capacité. Zanka les trouve stylés. Rudo remarque à quel point tout change quand il est calme. Ce qui fait la différence, c'est son sourire. Il se souvient que Recto lui disait de ne pas faire la tête. Il est surpris qu'un sourire puisse autant changer une personne, mais ne sait pas s'il est capable de sourire ainsi lui-même. Zanka parle de son bâton, mais Rudo ne l'écoute pas, se demandant s'il pourra un jour sourire sincèrement. Zanka lui demande pourquoi il a décidé de rejoindre les nettoyeurs. Rudo répond qu'il les aidera seulement jusqu'à atteindre son objectif, mais il dit cela avec une expression terrifiante et un sourire très forcé. En voyant cette expression horrible, Zanka s'énerve soudainement et dit que ce visage est affreux. Rudo, surpris, lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi il s'énerve, c'est son meilleur sourire. Zanka lui répond qu'on ne peut pas appeler ça un sourire, c'est une grimace répugnante. Rudo se demande ce qu'il a mal fait. Il essaie à nouveau de sourire, mais malgré ses efforts, son expression reste effrayante. Zanka s'énerve davantage et lui demande s'il est malade. Il a été gentil, mais maintenant Rudo se moque clairement de lui avec cette tête. Rudo s'énerve à son tour, ne comprenant pas pourquoi il traite mal quelqu'un qui lui sourit. Zanka lui dit qu'il a peut-être pris la grosse tête parce qu'Enjin a vu du talent en lui, mais eux risquent leur vie chaque jour. Donc il trouve horrible que Rudo dise qu'il les aidera seulement jusqu'à atteindre son objectif, qui doit être trivial vu sa tête de clown. Rudo perd à nouveau le contrôle, se souvenant des derniers mots de Recto, qui lui a demandé de changer ce monde avant de mourir. Il regarde Zanka avec une expression sombre et lui dit que son objectif n'a rien de trivial, qu'il est lui aussi très sérieux, donc il ne doit pas se moquer de lui. Zanka confirme ses soupçons et dit qu'il a su dès qu'il l'a vu qu'il ne formerait pas une bonne équipe. Soudain, son bâton se met à briller, c'est le signal d'un duel. Rudo saisit un tube de fer dans les déchets et active le pouvoir de ses gants, disant qu'il a eu la même impression. Zanka est surpris de voir son pouvoir se transmettre à l'objet qu'il tient, son instrument vital est censé être ses gants. Il comprend alors que la capacité de Rudo est de transformer les objets qu'il touche en instruments vitaux. Les yeux de Rudo brillent. Zanka éclate de rire et lui dit que c'est de la triche, mais comprend pourquoi Enjin l'a appelé un diamant brut. Il veut tout de même qu'il n'oublie pas qu'un simple prodige ne peut rivaliser avec un super type comme lui. Zanka lève les mains, et se rend compte qu'il n'a plus son bâton. Ce dernier tombe du ciel à grande vitesse et détruit le sol sous ses pieds. Rudo prend ses distances, ne comprenant pas comment il a fait ça, mais Zanka ne lui laisse pas le temps de réfléchir et continue à attaquer. Pendant le combat, il lui dit qu'il réagit trop lentement, que seul son instrument vital vaut quelque chose. Rudo, furieux, tente de l'attaquer, mais Zanka le plaque au sol d'un coup de bâton, disant que ses attaques sont ridicules et que malgré son pouvoir, il reste un déchet. C'est alors qu'il remarque une tache sur son visage. En la sentant, il réalise que c'est de l'excrément. Cela l'énerve énormément, et il comprend que Rudo l'a attaqué avec un déboucheur de toilette sale. Rudo ne s'en était même pas rendu compte, mais se relève pour continuer à se battre, éclaboussant encore plus. Zanka esquive tous les coups et finit par fuir. Rudo ne comprend pas ce qu'il se passe, mais cela lui convient. Il le poursuit partout. Zanka tente de négocier une trêve, trouvant injuste qu'il utilise un truc pareil comme arme. Après avoir couru un moment, Zanka trébuche sur le chat d'avant. Rudo saute pour l'attaquer et il se retrouve couvert d'excréments. Il pousse un cri déchirant. Enjin arrive peu après et dit que c'est bien qu'ils soient désormais potes, même s'il est surpris de voir l'état de Zanka. En apprenant ce qui s'est passé, il rit sans pouvoir s'arrêter, disant que c'est la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Zanka reste silencieux, totalement mortifié, car il n'a jamais été aussi humilié. Rudo, de son côté, est encore en train d'assimiler le fait qu'il s'est battu avec des excréments. Quand il finit par arrêter de rire, Enjin dit à Rudo que Zanka est un expert des instruments vitaux, donc il doit apprendre de lui. Puis,
Il demande à la fille à l'arrière du véhicule depuis quand elle est là. Elle s'appelle Rio. Elle regarde Rudo et dit qu'elle était juste curieuse, puis commence à jouer avec ses cheveux sans réfléchir. Rudo reste paralysé, ne sachant pas comment réagir, et se demande si dans le bas monde, c'est normal que les filles jouent ainsi avec les cheveux des garçons. Sans perdre de temps, Engine démarre le véhicule, annonçant qu'ils vont rentrer à la maison, le quartier général des nettoyeurs. Après un long voyage à travers des terrains de villes abandonnées remplis de déchets, le véhicule traverse un tunnel et s'arrête enfin. Tout le monde descend, et Engine accueille Rudo à la centrale des nettoyeurs. En entrant, les autres saluent Rudo et partent ailleurs. Engine l'accompagne pour le présenter à Semiu, la réceptionniste. Engine explique qu'il doit toujours passer par elle en arrivant. Avant qu'il ne puisse détailler ses capacités, Semiu utilise soudainement une fourchette à grande vitesse pour tuer des mouches autour de Rudo. Tous deux restent sans voix, et Semiu, souriante, se présente, disant qu'Engine lui a parlé de Rudo et de son origine. Elle veut toutefois voir son potentiel en personne et utilise ses lunettes pour cela. Engine précise que ces lunettes sont l'instrument vital de Semiu, augmentant son acuité visuelle et lui permettant de voir l'essence des gens. Rudo est surpris, ignorant que les instruments vitaux pouvaient être utilisés ainsi. Après s'être concentré, les lunettes de Semiu s'illuminent, mais lorsqu'elle tente de voir l'essence de Rudo, le éclat s'éteint immédiatement, la laissant perplexe. Engine lui demande ce qu'elle a vu. Semiu se ressaisit et explique que les capacités physiques de Rudo sont exceptionnellement élevées, rendant un entraînement de base inutile. Son harmonie avec son instrument vital est remarquable, mais son utilisation reste instable, nécessitant un entraînement pour qu'il devienne naturel. Engine demande si c'est tout, mais Semiu, avec une expression sérieuse, ajoute que Rudo a des excréments sur le cou. Rudo est choqué, tandis qu'Engine rit, notant que cela explique les mouches. Il remercie Semiu et annonce qu'il va présenter Rudo au chef. Malgré les rires, Engine lance un regard à Semiu avant de partir, sachant qu'elle n'a pas tout révélé sur ce qu'elle a vu. En traversant les couloirs de la centrale, Engine explique à Rudo qu'il y a environ 100 personnes ici, entre combattants, sentinelles et suiveurs. Selon les zones à nettoyer, certains sont dans d'autres bases, et il est rare qu'ils soient tous réunis. Engine décide de présenter Rudo aux autres, pensant qu'il y aura peu de nettoyeurs. Mais en ouvrant la porte, il découvre une foule de personnes à l'air peu amicales. Sans un mot, Engine referme la porte, disant qu'il y en a trop et qu'il vaut mieux attendre. Il emmène Rudo directement au bureau du chef. Rudo tente d'entrer pour demander comment accéder à la zone supérieure, mais Engine l'arrête, lui rappelant que l'information est précieuse et que personne ne la donnera facilement. Rudo doit expliquer qu'il travaillera à la centrale en échange de cette information. Engine ajoute qu'il ne faut pas interroger le chef sur son instrument vital, car même eux ignorent ce qu'il est et quelle est sa capacité. Pourtant, les nettoyeurs suivent le chef non seulement pour sa puissance, mais aussi pour sa loyauté. Comprenant cela, Rudo se motive et ouvre la porte du bureau, mais il est surpris de le trouver vide. Engine est également perplexe, et Semiu apparaît derrière eux, expliquant qu'elle a oublié de mentionner que le chef est en voyage d'affaires et ne reviendra pas avant un moment. Rudo est déconcerté, et Engine s'excuse avec un sourire, disant qu'il ne pourra pas rencontrer le chef tout de suite. Semiu précise qu'elle ignore quand il reviendra, et Engine se plaint que le chef agit toujours par caprice, malgré son rôle de leader, suggérant qu'il pourrait tarder. Rudo n'est pas ravi, mais Rio apparaît et propose qu'il observe le travail des autres en attendant. Seul le chef peut officiellement l'intégrer aux nettoyeurs, mais il peut les accompagner comme apprenti. Rio s'approche de Rudo, disant qu'elle veut en savoir plus sur lui, ce qui le laisse sans voix. Semiu explique une mission, des habitants près d'une zone contaminée signalent des bêtes de déchets approchant une barricade, et ils doivent les éliminer par précaution. Rudo est confus par le terme zone contaminée, car tout semble être un dépotoir. Semiu reproche à Engine de ne pas l'avoir bien expliqué. Engine dit l'avoir décrit sommairement comme un dépotoir, mais Semiu, insatisfaite, décide d'expliquer elle-même. Elle raconte que le bas monde est divisé en une zone sûre, où les humains vivent paisiblement, et une zone contaminée, habitée par les bêtes de déchets. L'endroit où Rudo est arrivé est la zone interdite, la plus dangereuse des 6 identifiées, où un civil peut mourir presque immédiatement. Ces zones regorgent de bêtes qu'un forgeur ne pourrait vaincre, et c'est un miracle qu'Engine ait été là pour sauver Rudo. Semiu demande à Engine pourquoi il était dans une zone interdite, mais il élude, disant qu'il s'y promenait. Sans insister, Semiu explique qu'il faut porter un masque dans les zones contaminées pour éviter d'inhaler des particules nocives, qui peuvent causer une maladie mortelle en 15 minutes dans une zone interdite. Rudo, surpris, met le masque fourni et suit le groupe de Rio vers la barricade. Rio explique que la mission est simple, mais qu'il doit observer attentivement. Rudo devient nerveux quand Rio lui fait un clin d'œil et remarque que, derrière la barricade, tout est couvert de déchets, se demandant combien de temps il a respiré là-dedans. En suivant le groupe, il pense qu'il croyait être dans un abîme dans la cité céleste, sans imaginer que des gens vivaient ici, et se demande si ceux d'en haut l'ignorent aussi. En observant la zone contaminée, il y voit des trésors à récupérer et réparer. Rio répond à ces questions, expliquant que leurs compagnons sont des suiveurs,
sans pouvoir mais essentiel au nettoyeur. L'un d'eux, Gris, serre la main de Rudo si fort qu'il manque de la briser. Rudo s'effondre, et Rio rit, expliquant que Gris peut plier les carapaces des bêtes de déchets avec sa force. Terrifié, Rudo doute de pouvoir s'habituer, mais c'est qu'il doit bien faire, même pour une mission simple où il observe. Un membre du groupe signale des bêtes de déchets. Tous se mettent en garde, et des bêtes émergent des ombres. Rudo panique en voyant leur nombre, personne ne l'ayant prévenu d'une telle horde. Rio le rassure, disant que ces bêtes sont lentes et faibles, incapables d'endommager la barricade. Elle ajoute que c'est idéal pour apprendre. Rudo se calme, notant qu'elles sont moins agressives que celles qu'il a vues initialement, et se demande s'il y a des différences entre elles, comme des animaux. Soudain, une bête plus grande charge la barricade, causant un vacarme. Rudo s'alarme, disant qu'elles n'ont rien de calme. Rio insiste que tout va bien, même quand les bêtes commencent à briser la barricade. Rudo, paniqué, demande des renforts, mais Rio explique que la bête plus grande est juste une version améliorée des petites, parfaite pour entraîner un novice. Comme c'est toute la horde, ils peuvent rentrer tôt s'ils les éliminent vite, pour organiser une fête de bienvenue. Rio demande à Rudo sa nourriture préférée, mais il lui rappelle qu'il n'est pas officiellement nettoyeur. Elle précise que ce sera sa fête de bienvenue dans le bas monde. Rudo ne comprend pas comment elle reste si calme dans un travail mortel. Rio explique que dans le bas monde, être nettoyeur exige du courage et de ne jamais perdre son sang-froid, ou être un peu fou. Rudo se rend compte qu'Enjin n'a jamais perdu son calme, et c'est ce qu'il doit apprendre. À ce moment, une énorme bête détruit la barricade, surprenant même Rio. La masque de Rudo tombe, mais il se répète que tout va bien. Cependant, Rio admet que la situation est grave, car elle n'a jamais vu une bête aussi énorme, inadaptée à l'observation. Rudo se fige, mais Rio sort des ciseaux de son étui, disant que plus l'ennemi est fort, plus la victoire est excitante. Les ciseaux brillent en vert, et Rio annonce qu'elle commencera par les petites bêtes. Elle lance les ciseaux au ciel, qui s'agrandissent en une arme mortelle, éliminant de nombreuses bêtes en moins d'une minute. Rudo, impressionné, se demande ce qui vient de se passer, notant que Rio manipule les ciseaux avec ses pieds. Gris explique que les ciseaux, appelés Reaper, sont l'instrument vital de Rio, normalement utilisé à la main, mais elle les manipule avec ses pieds, malgré les mauvaises manières. Rudo comprend que chacun utilise son instrument à sa façon, mais Gris l'interrompt, lui rappelant qu'il peut mourir, même apprenti. Une bête tente de charger Rudo, mais Gris la stoppe à main nue, brisant son crâne. Il la lance à Rio, qui la coupe en deux, disant qu'on peut lui en envoyer d'autres. Les autres nettoyeurs frappent les bêtes pour les envoyer à Rio. Rudo, impressionné, comprend leur stratégie, les suiveurs neutralisent les bêtes pour que Rio les achève. Il se rappelle avoir dit qu'il ne les aiderait que jusqu'à atteindre son but. Rio élimine les petites bêtes et se concentre sur la plus grande. Gris ordonne aux autres de neutraliser les petites pour éviter qu'elles ne deviennent une menace. Une bête vaincue bouge soudainement, faisant tomber un nettoyeur. Elle lui saute dessus, mais Rudo s'interpose avec un tube trouvé par terre, décidé à rejoindre les nettoyeurs pour obtenir des informations. Il refuse d'être un fardeau et veut montrer de quoi il est capable. Ses gants, son instrument vital, s'activent, transformant le tube en un amas de ramifications épineuses. Rudo, confus par cette forme, s'inquiète de ne pas savoir utiliser son pouvoir. Les yeux de la bête l'intimident, mais alors que les ramifications se brisent, Rio arrive, frappe la bête et loue Rudo pour avoir sauvé quelqu'un. Gris les rejoint, s'excusant d'avoir baissé sa garde. Il demande à Rio si elle a vaincu le titan. Elle répond qu'elle l'a coupé en deux, mais ça n'a pas suffi, car il ne disparaît pas malgré plusieurs coups. La bête se reforme lentement, ce qui est anormal, car couper leur point faible avec un instrument vital devrait les tuer. Rio insiste qu'elle continuera à couper jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Gris propose de documenter cette nouvelle espèce et d'avertir les villages voisins. Les suiveurs partent, et Rio continue de combattre le titan, laissant Rudo désorienté. Rio tranche les tentacules de la tête de la bête, remarquant un point brillant sur son crâne, qu'elle pense être une faiblesse. La bête s'agite, repousse Rio et régénère ses tentacules. Ses yeux brillent, et elle devient plus hostile, frappant le sol. Gris avertit Rudo qu'elle risque de l'écraser. Les tentacules de la bête foncent sous terre vers Rudo, faisant s'effondrer le sol sous lui. Rudo pense à son objectif de venger Recto et affronter ceux d'en haut, mais doute de lui, incapable d'utiliser correctement son pouvoir et se sentant inutile. Alors qu'il sombre, Gris le saisit et le tire à la surface, le portant sur ses épaules pour fuir. Gris lui reproche de s'être figé, lui disant de fuir pour accomplir sa mission et d'observer leur travail. Rio attaque le point brillant de la bête, qui se réduit en cendres. Gris et Rudo vérifient si Rio va bien. Elle montre un cutter rouillé, expliquant que la bête est morte quand elle l'a transpercé, probablement sa source de pouvoir. Gris, surpris, reconnaît un instrument vital. Dans une autre scène, un homme qui a tenté de vendre Rudo se réveille dans la tanière d'un inconnu. Il dit ne se souvenir que d'une raclée donnée par un Célestien. L'inconnu lui demande où est ce Célestien. Le lendemain, Zanka se réveille somnolé, entendant un vacarme, se dirige vers la cuisine pour voir ce qui se passe.
Il demande à Rio ce qu'il fabrique à une heure pareille. Rio lui répond que, pour commencer, il fait nuit, et qu'il s'agit d'une fête de bienvenue pour Rudo. Zanka rétorque que tous les présents sont probablement là juste pour boire gratuitement. Rio lui assure qu'il n'y a rien de mal à cela, car la fête sert aussi à s'amuser. Cependant, Zanka remarque que l'invité d'honneur ne semble pas très enthousiaste. Rio lui révèle que c'est parce que le pauvre n'a pas réussi à bien utiliser son instrument vital la veille, et qu'il est dans cet état depuis. Zanka trouve cela un peu pathétique, alors il préfère interroger Rio sur la mission de nettoyage qu'elle a dû effectuer, ayant entendu parler d'une bête de déchets très étrange. Rio explique que, contrairement aux bêtes ordinaires, le noyau de celle-ci était un instrument vital, et le fait qu'une bête de déchets soit née de cette source motrice a laissé tout le monde stupéfait. Elle semble d'abord inquiète, mais déclare rapidement que ce n'est pas son problème et qu'il vaut mieux laisser ceux d'en haut s'occuper des mystères. Zanka la regarde, déçue, tandis qu'elle lui annonce qu'une fois la réunion terminée, Engine et Semu les rejoindront. De son côté, le pauvre Rudo est plus déprimé que jamais. Mais soudain, son conflit intérieur est interrompu par le suiveur qui lui a sauvé la vie, qui se présente comme Gris Rubion. Il lui fait savoir que la veille, Rudo s'est donné à fond et qu'il n'a pas à se décourager, car c'est lui qui a protégé Follow des bêtes de déchets. Cependant, Rudo répond qu'il n'a pas réussi à utiliser son pouvoir et qu'au final, on a dû les sauver. Frustré, il explique que ça a toujours été comme ça depuis qu'il était dans la cité céleste, il se laissait aveugler par la colère, ne faisait que rouspéter, jusqu'à ce que Recto apparaisse et règle tout pour lui. Il se sent en conflit, car il n'a pas changé d'un iota, et bien qu'ils doivent retourner dans la cité céleste au plus vite, il ne fait que tout gâcher, finissant toujours par être sauvé par quelqu'un sans jamais répondre à ses propres attentes. Gris le remercie simplement, lui expliquant que les gens perçoivent souvent les suiveurs comme des faibles sans pouvoir, méprisés comme étant le poids mort des nettoyeurs. Mais il sent que Rudo ne pense pas ainsi. Il lui raconte que Follow a rejoint les nettoyeurs pour éliminer les bêtes de déchets, bien qu'il n'ait pas ce pouvoir, c'est pourquoi il prend soin d'un objet important pour devenir un forgeur. Et même s'il y parvient, il continuera d'être un suiveur pour donner une leçon à ceux qui l'ont sous-estimé, mettant tout en œuvre pour tenir sa promesse. Il demande alors à Rudo de mettre de côté les attentes qu'il a et l'idée d'être fort, et de réfléchir à ce qu'il a toujours voulu faire, même avant d'arriver dans le bas monde. En se souvenant de cela, il pourra repartir de zéro et saura immédiatement quoi faire. Il lui conseille d'avoir confiance en lui et de poursuivre sa vie, même s'il est tombé dans le bas monde. Alors que Rudo relève la tête, ému, Engine apparaît soudain et lui demande de manger un peu. Les autres l'invitent à rejoindre la fête pour manger à s'en faire éclater, ce qui le pousse à se lever et à les rejoindre. À ce moment, la musique retentit, et certains commencent à graffer sur le mur. Engine explique à Rudo que cette personne s'appelle Gob, quelqu'un qui fait toujours ce qu'il aime sans dévier. Rudo observe, fasciné, Gob graffer le mur avec enthousiasme. Pendant ce temps, ailleurs, le chef des malfrats, dans un état critique, supplie pour sa vie, affirmant avoir tout dit. Mais il ne récolte qu'une mort atroce, tandis que son bourreau espère que ce Célestien lui a apporté un beau cadeau. De retour à la réception, Semu reçoit un appel pour une nouvelle mission et réunit peu après les nettoyeurs pour leur annoncer qu'il y a du travail. Zanka demande à Semu pourquoi Rudo est impliqué dans cette mission, car même s'il sait qu'il sera son instructeur, Rudo ne fait pas encore officiellement partie des nettoyeurs. Semu répond que la personne ayant fait la demande a signalé avoir été attaquée par une bête de déchets qui lui a volé une marchandise importante, à savoir un Célestien vivant. Il est rare que des Célestiens vivants tombent les uns après les autres, alors elle a pensé que cela pourrait intéresser Rudo, car il pourrait trouver une piste pour retourner en haut. Rudo semble perplexe, mais Gris lui rappelle qu'il doit avoir beaucoup de choses en tête et que c'est à lui de décider s'il participe. Rudo comprend qu'il risque d'être un fardeau, mais il ne veut pas manquer cette chance de trouver un indice pour retourner dans la cité céleste, alors il annonce qu'il participera. Zanka n'est pas ravi, mais quand Semu mentionne que Engine a laissé Zanka en charge, convaincu qu'il pourrait tout gérer, Zanka change d'attitude et motive les autres à y aller avec enthousiasme. En avançant dans ce dépotoir, Follow révèle à Rudo que Gris porte une amulette de protection et prie toujours avant chaque mission pour la sécurité de tous. Gris, un peu gêné, réprimande Follow pour avoir partagé cela, mais finit par montrer l'amulette à Rudo, expliquant que c'est une simple babiole, mais qu'avoir de l'espoir ne coûte rien. Soudain, ils sont surpris par l'apparition d'une femme qui semble effrayante. C'est la marchande, qui les guidera jusqu'à la bête de déchets. Sans perdre de temps, Rudo la bombarde de questions, et elle répond qu'elle a trouvé le Célestien par hasard en transportant des marchandises et l'a sauvé, mais qu'il était inconscient et qu'elle n'a pas pu lui parler. Elle semble très intéressée par ce Célestien et insiste pour qu'il le sauve rapidement. Les nettoyeurs continuent leur chemin, mais Zanka pense qu'il est peu probable que ce Célestien soit encore en vie, car les bêtes de déchets attaquent immédiatement les humains. Il trouve curieux qu'une bête kidnappe quelqu'un, sentant que quelque chose ne colle pas. Arrivé à un certain point, la marchande leur indique que la bête s'est réfugiée dans un bâtiment. Les nettoyeurs se mobilisent rapidement, et en entrant, ils aperçoivent une silhouette au loin.
La marchande les pousse à se dépêcher pour sauver son Célestien, mais en s'approchant, il réalise que ce n'est pas un humain, mais une poupée. Soudain, le sol s'effondre, et tous les nettoyeurs tombent au dernier étage. Gris se relève et demande à la marchande où est le Célestien, et elle répond en pointant Rudo, disant qu'il est juste là, avant de commencer à se déformer. Des lumières violettes émergent de l'obscurité, et Zanka comprend pourquoi il avait un mauvais pressentiment, ils sont tombés dans un piège des Vandales. Gris explique à Rudo que ce sont une bande de voleurs dont le mode opératoire est devenu plus maléfique ces dernières années, avec des rumeurs d'expériences étranges. Ce qui complique les choses, c'est que tous les Vandales sont des forgeurs. Gris décide de trouver une issue, ordonnant aux autres suiveurs de chercher une sortie, tandis que lui et Follow protégeront Rudo. Avant de partir, il demande à Zanka de s'occuper du sale boulot. Rudo suit Gris et Follow, se lamentant d'être protégé. Zanka, lui, s'attendait à ce que les Vandales le retrouvent, mais pas si vite. Il leur demande s'ils veulent vendre Rudo pour s'enrichir. Ils répondent qu'ils veulent juste lui poser des questions, comme comment il a traversé la frontière, vivant. Zanka trouve cela curieux, mais décide de les éliminer rapidement. Cependant, la femme utilise son pouvoir, créant une multitude de poupées de boue qui attaquent Zanka de tous côtés. Confiant, il pense que ce ne sont que des poupées de boue, mais il est pris par surprise par l'autre Vandale, qui se camoufle parmi elles. La femme lui dit qu'il est normal qu'il ne s'y attendait pas, car les nettoyeurs ne combattent que des monstres de déchets et ne sont pas habitués à affronter d'autres forgeurs. Zanka se retrouve submergé par leurs attaques combinées, de plus en plus acculé. Lorsqu'il décide d'en finir, il tombe malheureusement dans un piège de boue. La femme lui révèle qu'elle avait anticipé son mouvement et s'était préparée, notant qu'il est le seul du groupe capable de se battre. Une fois neutralisés, ils pourront s'emparer du Célestien sans problème. Zanka lui ordonne de se taire, excédé par leur sale tour et leur méthode pathétique. Il a compris leur façon de se battre et de se coordonner. Au départ, il pensait qu'elle manipulait la boue avec une pelle et que l'homme utilisait un artefact pour frapper, mais il s'est trompé. Il a réalisé que ses coups sont ordinaires et qu'il utilise des chaussures de neige pour marcher sur un sol instable, ce qui montre qu'il ne forme qu'une équipe bancale. Bien qu'il ait moins d'expérience que contre d'autres forgeurs, il maîtrise mieux son instrument vital, connaissant son poids, son odeur, l'entretenant quotidiennement et le traitant comme quelqu'un d'important, ce qui lui permet de l'utiliser bien mieux qu'eux. Furieuse, la femme lance une attaque massive, mais Zanka frappe le sol, créant un champ de résonance pour repérer le Vandale camouflé. En quelques mouvements, il les met KO, leur reprochant d'avoir perdu à cause de leur ruse inutile. Mais soudain, l'homme d'avant réapparaît derrière lui. Pendant ce temps, Rudo et les suiveurs sont arrivés à la porte de sortie. Gris l'ouvre et trouve un escalier, puis ordonne aux autres suiveurs de monter et d'appeler du renfort pendant qu'il reste derrière pour vérifier Zanka. Juste à ce moment, il voit quelqu'un se précipiter vers eux et suppose qu'il doit s'agir de Zanka, pensant qu'il a déjà réglé le problème des Vandales. Cependant, il s'avère que c'est le chef de l'ennemi. Le Vandale jette un regard attentif à Rudo, confirmant s'il est bien leur cible. Il saute sur la porte de sortie et fracasse le mur, bloquant ainsi la sortie, car il reconnaît Rudo comme le forgeur tombé du ciel. Gris le prévient que Rudo fait désormais partie des nettoyeurs et que s'en prendre à lui fera de lui l'ennemi de tous. Le méchant ignore l'avertissement et dit qu'il n'est arrivé en retard qu'à cause de son mauvais sens de l'orientation. Il affirme qu'il n'avait jamais eu l'intention de leur laisser autant de temps, puis commence à marcher vers eux. Alors que Gris essaie de lui demander où se trouve Zanka, le Vandale l'écarte à nouveau et dit à Rudo que quelqu'un veut discuter avec lui. Le Vandale arrache de force le masque de Rudo, lui disant qu'il n'y a pas de bête poubelle ici. Et quand Rudo lui demande où est Zanka, le méchant répond qu'il l'a épargné et seulement assommé, bien que le poison puisse lui causer de gros problèmes. Le Vandale utilise ensuite son instrument vital pour transformer les anneaux à ses doigts en griffes acérées, tout en avertissant Rudo de venir tranquillement. Les suiveurs sautent sur lui pour essayer de le retenir, mais échouent et sont violemment projetés au sol. Alors que le chef prépare à nouveau ses griffes, Gris se place devant Rudo, jurant de protéger son équipe à tout prix. Le chef abaisse ses griffes et se moque de ce qu'il a entendu à propos de ses soi-disant faibles suiveurs des nettoyeurs, disant qu'ils sont inutiles et incapables de protéger quoi que ce soit. Rudo dit à Gris de reculer puisqu'il ne peut pas combattre le Vandale à main nue, et insiste sur le fait qu'il peut s'en occuper lui-même. Le chef demande alors à Rudo de promettre de ne pas se mettre en colère et révèle qu'il a déjà assassiné Gris avec une attaque que personne n'a pu voir. Le Vandale enfonce ses griffes dans Gris et déclare que les faibles comme lui ne valent absolument rien. Le porte-bonheur de Gris tombe alors qu'il meurt, et Rudo se précipite pour l'attraper. La mémoire de Rudo remonte à l'époque où Recto était rentré à la maison et l'avait trouvé en train de se cogner la tête contre le mur, du sang luminescent coulant sur son visage. Après avoir couché le petit garçon, Recto lui demande pourquoi il a fait cela, et Rudo répond que Recto lui a appris à ne jamais blesser les autres. Le voir s'autodétruire lui donne mal à la tête, mais il s'assoit et lui demande ce qui l'a poussé à agir ainsi. La douleur dans ses mains avait commencé à s'atténuer et il évitait les gens. Rudo dit qu'il n'y a rien de particulier, mais que la seule chose qu'il porte en lui est une haine brûlante, et même si on lui demande pourquoi,
il est incapable de mettre des mots dessus. En entendant cela, Recto comprend que le garçon pense que ses parents l'ont abandonné et croit maintenant qu'il est inutile à cause de cela. Et un enfant comme lui ne peut pas gérer de telles émotions. Alors Rudo demande ce que signifie vraiment inutile, mais Recto décide de le soigner et de l'emmener dehors, car l'une des raisons de sa tristesse est qu'il n'a rien de plaisant à faire. Il doit découvrir tout ce qui existe jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qu'il puisse vraiment apprécier. Recto l'encourage en disant qu'un jour sa chambre vide sera remplie de choses qu'il aime, mais lui fait promettre de le prévenir à l'avance s'il veut ramener une fille à la maison. Ensuite, ils vont à la bibliothèque du village reculé pour lire des livres. Puis il essaie d'enseigner le football à Rudo, mais le garçon innocent a pitié du ballon et commence à le caresser. Ensuite, ils essaient la cuisine et Rudo montre qu'il est très doué pour couper les légumes, tellement doué qu'il coupe même la planche, provoquant un échec total. Recto est heureux que le petit garçon montre au moins un peu d'énergie, et ils ont beaucoup de temps pour découvrir ce qu'il aime. Puis, Rudo voit un villageois jeter des déchets et demande à Recto ce qu'il fait. Il trouve les objets jetés si fascinants qu'il se précipite et plonge dans la benne. Quand Recto le rattrape, il le voit pleurer à chaudes larmes en tenant fermement l'objet, sans comprendre quelle émotion il ressent exactement. Rudo pleure que c'est horrible qu'un objet avec une longue vie devant lui soit jeté simplement parce qu'il est légèrement cassé. Il crie sans arrêt qu'il veut le réparer, et Recto réalise que Rudo ne projette pas seulement ses propres sentiments, mais qu'il voit réellement de la valeur dans les choses que les autres considèrent déjà comme inutiles. De retour au présent, Rudo réveille le pouvoir contenu dans le porte-bonheur de Gris, et Gris, qui s'accroche encore à la vie, comprend enfin pourquoi il n'avait jamais pu l'activer auparavant. Personne n'avait jamais vraiment compris sa véritable nature jusqu'à maintenant. La capacité de Rudo ne se limite pas à transformer des objets en instruments vitaux au hasard, mais à révéler leur véritable valeur cachée. Rudo transforme le porte-bonheur en une arme défensive avec un grand œil, et au lieu de paniquer, le méchant en bave d'envie. Le méchant, curieux, demande à Rudo si c'est son instrument vital, car il veut tout savoir à son sujet. Pendant ce temps, l'autre suiveur emmène Gris en lieu sûr et essaie de lui prodiguer les premiers soins. Rudo se souvient que Gris fut la raison pour laquelle il avait compris ce qu'il voulait vraiment faire, et que sans lui, il serait encore perdu. Pensant à cela, Rudo se prépare à frapper durement l'ennemi. Le vandale dit qu'il aime les donneurs puissants et exhibe ses griffes, se présentant comme Jabber rongé. Jabber dit qu'il veut s'amuser et demande à Rudo son nom. Après les présentations, il s'excite comme un fou, disant qu'il veut que tous deux s'entre-déchirent, puis fonce sur Rudo. De son côté, l'autre suiveur lutte pour retenir Gris, mais le sang continue de couler abondamment. Gris observe Rudo combattre et réalise que la raison pour laquelle il n'avait pas pu se battre avant était que ses émotions avaient obscurci son objectif principal. Mais désormais, il n'y a plus rien pour le distraire. Dans le combat, Jabber saute en arrière et s'accroche au mur en demandant à Rudo pourquoi il ne vient pas vers lui. Rudo lui dit de venir lui-même, et le vandale s'exécute en bondissant avec une attaque puissante. Cependant, il se retrouve au sol, car Rudo avait déjà esquivé. Jabber enchaîne une pluie d'attaques, mais Rudo les esquive toutes. Finalement, quand Jabber demande pourquoi ces attaques ne l'atteignent jamais, Rudo explique que son ami Gris a prié pour que tout le monde revienne sain et sauf, et sain signifie indemne, c'est pourquoi il se concentre sur la défense afin qu'aucune attaque de l'ennemi ne puisse le toucher. Jabber dit que l'instrument vital de Rudo ne semble qu'augmenter sa capacité à esquiver, et lui affirme que ce serait inutile s'il ne pouvait même pas attaquer. Rudo lui fait remarquer que Jabber a manqué un détail tout ce temps, Rudo n'a pas bougé d'un pas, et pourtant il a esquivé chaque attaque. En réalité, c'est Jabber qui a bougé sans arrêt, ce qui signifie que Rudo peut prédire chacun de ses mouvements. Alors que Jabber fonce à nouveau, Rudo utilise son instrument vital pour le paralyser. Et puisque son talisman ne peut pas attaquer, il enchaîne avec un coup de poing pour l'envoyer valser, car les poings sont l'arme préférée de Gris, et il veut honorer son camarade. Le vandale saigne du nez, mais rit encore comme un fou, impressionné que Rudo ait utilisé un instrument si puissant pour guider ses mouvements et finalement le frapper à main nue. Rudo lui rappelle que c'était lui qui voulait s'amuser, alors il est plus qu'heureux de jouer avec lui jusqu'à ce qu'il le réduise à un tas de déchets. Entendant ce manque total de respect, Jabber s'énerve et plaisante en disant que Rudo est sans cœur de ne pas se sentir coupable d'être un type sans pitié. Au moment où Rudo lui répond qu'il est la seule exception, Jabber apparaît derrière lui, prêt à frapper, mais Rudo le paralyse encore une fois et lui assène un violent coup de poing dans l'estomac, en voyant Jabber et son sourire malsain voler au loin. Le chef se rétablit rapidement, bondissant si vite que des nuages de poussière se forment partout, rendant ses mouvements impossibles à suivre des yeux, puis Jabber l'attaque par surprise en fracassant des piliers et en lançant des blocs de pierre dans toutes les directions. Il force finalement Rudo à se protéger les yeux et fonce pour le frapper. Mais l'œil du porte-bonheur le fige à nouveau, permettant à Rudo de presque lui fracasser le crâne, bien que Jabber réussisse à s'échapper à la dernière seconde. En riant comme un fou, il revient à la charge, bondissant encore plus vite qu'avant. Mais l'œil omnivoyant le fige dès qu'il s'approche, et Rudo l'envoie de nouveau voler. Après cela, le fou rebondit si vite qu'il ressemble à une ombre floue, mais Rudo continue de bloquer ses attaques et de le marteler de coups.
Alors que Jabber rit de sa folie, Rudo le fait taire avec un dernier combo de 2 coups de poing qui l'assomme un instant, le faisant chanceler en arrière jusqu'à s'écraser contre le mur. Le voyant halter comme un chien, Rudo lui dit d'abandonner. Mais Jabber sourit, disant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été battu aussi sévèrement, et il pense que Rudo a probablement apprécié lui aussi. Rudo est dégoûté par son expression, mais soudain l'homme fou devient sérieux et explique sa théorie. L'instrument vital de Rudo fonctionne probablement en détectant l'intention meurtrière de l'ennemi et en le déplaçant hors de danger. Cependant, il avait remarqué, lorsqu'il lançait des blocs de pierre, que les choses dépourvues de soif de sang ne déclenchaient pas l'instrument. Puis, avec un sourire tordu, il commence à expliquer le pouvoir de son propre instrument vital, Mankila, en disant « La griffe droite porte un poison assez fort pour paralyser la cible jusqu'à ce qu'elle puisse à peine respirer, avant de soudainement s'enfoncer profondément dans sa poitrine. » Rudo le regarde avec confusion, tandis que le fou rit de plaisir en évoquant la douleur. C'est alors que Jabber explique que s'il s'évanouit à cause du poison et que son corps inconscient continue de se battre, il n'y aura plus aucune intention meurtrière à détecter. Alors qu'il exprime son excitation à l'idée de voir ce qui va se passer, sa conscience s'estompe lentement et Rudo le regarde en silence, horrifié, tandis que son corps se met à trembler. Ses yeux se révulsent lentement et le mur derrière lui éclate. Le mur derrière Jabber s'effondra en un instant, laissant Rudo très déconcerté. Après quelques secondes de silence, le corps inconscient de Jabber réagit soudainement et poussa un cri sauvage. Sans lui laisser le temps de réagir, il tourna sur lui-même à toute vitesse, détruisant tout sur son passage avec ses griffes. Rudo vit cela et comprit qu'il lui restait encore beaucoup de force. Mais à ce moment-là, il remarqua Follow qui continuait à essayer de sauver Gris. Rudo savait que s'il ne s'éloignait pas d'eux, il finirait par les impliquer dans le combat, alors il courut rapidement dans la direction opposée. Jabber l'atteignit en un instant pour l'attaquer, et Rudo tenta d'utiliser l'amulette de protection. Cependant, comme il n'y avait aucune hostilité dans le corps inconscient de Jabber, l'amulette ne le bloqua pas comme avant. Rudo repoussa donc immédiatement Jabber, parvenant à l'envoyer très loin pour prendre de la distance. Mais Jabber se releva aussitôt et poussa de nouveau un cri. À son expression, Rudo confirma qu'il était bien inconscient à cause de son propre poison. L'amulette de Gris ne fonctionnait que face à l'hostilité, et il n'arrivait pas à croire que Jabber ait trouvé le moyen de la contrer si rapidement. Il admit qu'il devait avoir une grande expérience et beaucoup de détermination, mais pensa aussi à la possibilité que Jabber soit simplement un super masochiste. Un bref instant ramena Rudo à son passé, quand il n'était encore qu'un enfant. Après avoir été battu, les garçons qui l'avaient frappé l'avaient traité de super masochiste parce qu'il ne s'était pas du tout défendu. Ce jour-là, Rudo était rentré à la maison et avait demandé à Recto ce que signifiait ce mot, ce qui avait seulement laissé son père perplexe. Il se souvenait encore de ce mot aujourd'hui, mais se rendait compte qu'il ne savait pas comment vaincre un super masochiste, peut-être en lui donnant de l'amour. Avant que Jabber ne puisse l'atteindre, il esquiva rapidement tous ses coups. D'un seul mouvement, Jabber trancha plusieurs piliers avec ses griffes et utilisa les débris pour se propulser dans les airs. Rudo tenta d'utiliser l'amulette de Gris comme bouclier, mais les griffes de Jabber la découpèrent facilement et foncèrent sur lui. Juste au moment où il allait l'entailler, le bâton de Zanka vola et cloua Jabber au sol. Rudo resta confus, mais quelques secondes plus tard, Zanka apparut dans un état terrible. Il dit à Jabber qu'il ne l'avait pas encore vaincu et qu'il n'avait donc pas le droit de s'amuser avec un moins que rien. Bien que son corps soit encore affecté par le poison, Zanka était furieux. Il dit à Rudo que c'était son tour, car il devait lui donner une bonne correction. Rudo fit remarquer qu'il semblait encore vivant, mais de justesse, ce à quoi Zanka répondit qu'il était en parfaite forme et l'avertit de ne pas sous-estimer les types ordinaires. Puis, il précisa qu'il pouvait enfin utiliser son instrument vital, faisant référence à l'amulette inquiétante qui l'accompagnait, et expliqua que son pouvoir n'avait aucun effet sur le corps inconscient de Jabber, d'où sa difficulté à l'esquiver. Zanka expliqua que son amulette réagissait à l'hostilité. Quand Rudo lui demanda comment il le savait, il répondit qu'il observait et analysait son combat, puisque, après tout, il était son instructeur. Mais il ajouta qu'il ne pouvait toujours pas bien bouger à cause du poison de Jabber et que l'amulette de Gris ne semblait plus efficace. Il songea donc à une autre stratégie et demanda à Rudo de le laisser le frapper. Cela le laissa confus, mais Zanka affirma qu'il ne s'agissait que d'un petit test. Même s'il ne pouvait pas bouger facilement, s'il attaquait, son arme pouvait réagir et l'envoyer voler. Son bâton avait plus de portée que ses poings, il pouvait donc frapper Jabber avant que ses griffes ne l'atteignent. Rudo répondit que si cela ne fonctionnait pas, il se contenterait de donner un bon coup, mais il n'était pas convaincu par cette stratégie. Zanka lui dit de ne pas s'attarder sur les détails. À ce moment, Jabber se libéra du bâton et prit une posture sauvage. Il fonça soudain droit sur eux et attaqua avec ses griffes, mais ils parvinrent à l'esquiver, et il ne trancha qu'un pilier en morceaux. Zanka avertit Rudo qu'il ne devait à aucun prix laisser ses griffes le toucher, car même une petite égratignure suffisait à l'immobiliser un moment. Devant le dégoût évident qu'il éprouvait pour ses griffes, Rudo lui répondit de ne pas s'en soucier, reprenant ses propres mots. Cela mit Zanka en colère,
qui décida qu'il méritait un bon coup. Sans hésiter, Zanka attaqua Rudo, ce qui fit réagir l'amulette de gris face à son hostilité et l'envoya voler directement sur Jabber. Zanka fut surpris que cela ait fonctionné, et profita de l'élan pour frapper Jabber, le projetant contre un mur. En vérité, il n'avait pas pensé que ça marcherait, et Rudo se mit en colère en réalisant qu'il avait vraiment voulu le frapper avec une grande hostilité. Mais Zanka se justifia en disant que ce n'était qu'un test. Il ajouta qu'ils avaient trouvé une stratégie efficace contre Jabber et qu'il était temps de lui donner une bonne raclée. Il s'approcha de Rudo par derrière pour le frapper, et l'amulette l'envoya encore voler comme avant. Profitant de l'élan, Zanka frappa Jabber et l'écrasa au sol. En l'air, Zanka réalisa que Rudo pouvait prolonger la distance de son saut grâce à l'amulette, bien qu'il n'y fasse pas attention. Rudo répondit que c'était parce qu'il l'utilisait négligemment et courut vers lui pour faire de même. Zanka, irrité, attaqua avec encore plus d'hostilité, exigeant qu'il ait plus de considération pour lui. Sans hésiter, Rudo utilisa l'amulette pour le projeter directement vers Jabber, et Zanka l'envoya de nouveau voler avec son bâton. Contrôlé par Rudo, Zanka infligea plusieurs coups brutaux à Jabber et finit par l'écraser contre plusieurs piliers. Après cette énorme raclée, Jabber retrouva finalement conscience, juste au moment où Zanka allait encore le frapper. Incapable d'esquiver, il prit le coup de plein fouet sur la tête et s'écrasa au sol sous la force de l'impact. Rudo cessa alors de contrôler la position de Zanka, qui perdit l'équilibre et tomba sur le dos, soulagé que ce soit terminé car il ne pouvait plus bouger. Comme tout était fini, Rudo désactiva son instrument vital, mais fut choqué de voir que ce qui avait été l'amulette de gris se transforma en cendre devant ses yeux. Cela le dévasta profondément, sans comprendre ce qui s'était passé puisqu'il n'avait rien fait de mal. Zanka comprit que les objets transformés en armes par Rudo avaient une limite de temps, bien qu'il se demanda s'il n'y avait pas une autre raison. Rudo, accablé par la perte de la précieuse amulette de gris, fut rapidement consumé par la culpabilité. Zanka lui fit remarquer qu'il avait l'air étrange, et à ce moment, Rudo s'effondra, incapable de bouger, révélant une petite coupure à son flanc. Zanka fut surpris en voyant cela, ne sachant pas quand Jabber avait réussi à le griffer. Puis il entendit un bruit derrière lui et, en se retournant, vit Jabber en train de s'enfoncer ses propres griffes dans le corps. Cette petite dose de poison lui permit de se relever d'un coup. Avec un sourire, il déclara qu'il avait trop joué, mais que c'était un bon travail d'être resté inconscient. Zanka lui demanda comment il allait bien après avoir reçu une telle raclée. Jabber répondit que c'était grâce à sa griffe gauche, qui pouvait servir d'anesthésiant si elle était utilisée correctement. Mais ce n'était pas tout. Il avoua qu'il ne pensait pas que ça se passerait si mal, mais que c'était grâce à lui et à son ami Rudo, et qu'il leur en était reconnaissant. Il précisa être habitué au poison de sa griffe droite, qui ne durait que 10 minutes, et que celui-ci ne l'affecterait que 30 minutes. Sans lui laisser le temps de réagir, Jabber injecta de nouveau ce même poison à Zanka, le paralysant complètement. Il expliqua qu'il ne pouvait pas le laisser partir, car il échouerait à nouveau dans son objectif. S'excusant, il déclara que c'était ainsi. Sans perdre plus de temps, il s'approcha de Rudo et s'excusa de l'avoir fait attendre. Zanka, paralysé, ne put qu'observer impuissant tandis que Jabber emportait Rudo sur son épaule. Alors qu'il courait vers la sortie, Jabber se rappela des deux autres, mais décida de ne pas s'en soucier, sachant qu'elle les ramènerait sûrement à la maison. Rudo entendit ces paroles, mais ne pouvait rien faire et se sentit encore plus frustré, persuadé que tout était de sa faute. Jabber continua de courir et sauta en apercevant le trou par lequel ils étaient tombés, s'étonnant de déboucher à l'extérieur. Il s'aperçut alors que Rio était là, le désignant du doigt en disant qu'elle l'avait trouvé. Sans pouvoir réagir, Jabber reçut un violent coup d'Engine, qui utilisa son parapluie pour l'envoyer voler, ce qui fit tomber Rudo de son épaule. D'autres nettoyeurs l'accompagnaient. Engine demanda d'une voix intimidante comment il avait pu créer un tel désordre et déclara qu'il avait besoin d'un bon nettoyage. Jabber resta immobile après ce coup. Engine expliqua que le sous-sol de l'édifice était très profond et que les colliers de communication ne fonctionnaient pas sous terre, rendant toute demande d'aide impossible. Il le considéra donc comme un vilain classique. Engine ajouta qu'il ne serait jamais venu si Toom, un de leurs compagnons, n'avait pas trouvé un téléphone dans le village. Elle précisa que Gris et Follow étaient encore en bas, ce qui l'inquiétait, mais Engine la rassura en disant qu'il n'était pas si faible. Jabber finit par parler, reconnaissant que c'était un groupe avec beaucoup de combattants puissants. Bien qu'il soit en piteux état, il se réjouissait qu'on le regarde comme de la vermine, ce qui l'excitait encore plus. Cela laissa Engine et les autres pétrifiés, ne sachant que répondre à quelque chose d'aussi étrange. Quand Engine reprit ses esprits, elle demanda à Rudo s'il avait vraiment combattu tout ce temps contre un type aussi bizarre, car il était clairement dérangé. Rudo ne pouvait pas encore bouger, mais Rio remarqua qu'il semblait en meilleur état qu'elle ne l'aurait cru, ce qui était un soulagement. Un autre nettoyeur fit remarquer qu'il n'allait pourtant pas bien, à peine capable de respirer. Le plus grand des nettoyeurs, furieux, demanda à Jabber comment il avait osé blesser ses compagnons, jurant qu'il allait le payer. Mais son camarade le fit taire, le trouvant trop bruyant,
et dit à Jabber qu'il avait beaucoup de questions à lui poser. Toutefois, il précisa qu'il ne pensait pas qu'il pourrait s'en sortir après s'être attaqué au nettoyeur. Jabber comprit qu'il avait des ennuis, mais son sourire ne quitta pas son visage. Il dit qu'il devait fuir, ou il perdrait sa liberté à jamais. Il réfléchit donc à un plan d'évasion, mais ajouta qu'il avait aussi ses ordres et que sa mission était d'emmener Rudo avec lui. Même s'il voulait fuir, il savait qu'il ne pouvait pas encore partir. Il déclara que même s'il ne pouvait pas les vaincre ou s'il devait mourir, il ne rentrerait pas sans accomplir sa mission. Engine et les autres nettoyeurs se mirent en position de combat en le voyant dégainer ses instruments vitaux. Jabber poussa alors un cri, disant qu'il ne voulait pas le faire, mais sortit quand même ses griffes, prêt à combattre. Mais soudain, une personne l'enlaça par derrière, l'empêchant de bouger. En se retournant, Jabber reconnut Shtoni, une jeune fille qui lui demanda de partir. Il lui dit de ne pas le gêner, car il devait encore emmener Rudo. Mais elle lui répondit que le temps était écoulé et lui rappela que les compagnons de Rudo leur barraient la route. Engine observa cette scène, se demandant d'où venait cette fille. Jabber s'agaça, refusant de partir en laissant les choses inachevées, pensant que le plaisir ne faisait que commencer. Mais Shtoni lui dit que leur chef souriait, ce qui le figea complètement. Après quelques secondes, il se retourna lentement, le visage sombre et intimidant, mais Shtoni soutint son regard fermement. Finalement, Jabber céda, acceptant que c'était trop tard et qu'il n'y avait rien à faire. Elle s'excusa auprès des nettoyeurs et annonça qu'ils devaient partir. Un portail apparut dans le mur derrière eux, en forme de bouche d'égout. Jabber leur dit qu'il ne s'était pas attendu à s'amuser autant avec un type comme Rudo, et qu'il devrait le saluer de sa part, puisqu'il devait être inconscient du poison. Mais avant de partir, Rudo montra qu'il était toujours éveillé et furieux. Il lui dit d'attendre, car ce n'était pas fini tant qu'il ne lui avait pas rendu ce qu'il avait fait à Gris. Jabber, surpris qu'il reste conscient malgré le poison, rit et admira son esprit combatif. Mais il s'interrompit en voyant la marque sur les gants de Rudo. Il déclara qu'il semblait posséder un objet de la même série, ce que les autres ne comprirent pas. Il précisa que c'était une grande coïncidence et que leur chef serait ravi de l'apprendre. La prochaine fois, il préparerait mieux les choses pour venir le chercher. Sans qu'ils puissent les arrêter, Shtoni et Jabber disparurent dans le portail. Tous restèrent stupéfaits, tandis que Rudo continuait de réfléchir à ce qu'il avait dit, observant la marque sur ses gants et se demandant ce qu'il voulait dire par la série. Après ces événements, les nettoyeurs attendirent à l'extérieur, et Zanka les accompagna pendant que Rio lui parlait. Pendant ce temps, tous se rassemblèrent autour de Gris. Rudo se précipita vers lui, mais s'arrêta en voyant à quel point il était blessé. Profondément touché, il s'agenouilla à ses côtés et s'excusa d'avoir brisé son amulette. Gris, malgré ses forces faibles, lui dit qu'il tenait beaucoup à cet objet. Cela accabla encore plus Rudo, qui s'accrochait désespérément aux cendres de l'amulette. Mais Gris sourit et lui dit que si elle avait pu lui être utile, alors cela le rendait heureux. Rudo fut surpris, et au même moment, les cendres de l'amulette se dispersèrent dans le vent, tandis que Gris lui disait qu'il avait bien fait son travail. De retour au quartier général, on voit Rudo, triste, assis sur un banc. Engine s'approche, remarque son visage abattu et lui demande ce qui se passe. Il ajoute qu'il a entendu dire que Rudo peut désormais utiliser son instrument vital, et le félicite pour cela. Mais Rudo, furieux, lui crie qu'on a poignardé Gris, et demande quelle expression il est censé avoir après ça. Il se souvient qu'en haut, il n'avait pas pu sauver la personne qu'il aidait, et ici non plus. Il est en colère contre lui-même, persuadé d'avoir fait des progrès alors qu'il n'a fait que répéter les mêmes erreurs, se demandant s'il pourra un jour changer dans sa vie. Engine lui répond que Gris était prêt à risquer sa vie pour ses camarades. Mais il laisse ce sujet de côté et propose à Rudo de venir à l'intérieur pour lui rendre visite. En entrant, Rudo reste bouche bée, Gris est vivant. Ce dernier le félicite pour avoir maîtrisé son pouvoir. Rudo se frotte les yeux, pensant halluciner, et demande s'il est vraiment vivant. Engine comprend alors que le pauvre Rudo s'était attristé de la supposée mort de Gris. Celui-ci est réconforté et même câliné par une camarade nettoyeuse. Mais Rudo, furieux, les repousse et crie qu'il était normal de penser qu'il était mort, puisque ce salaud au dreadlock lui avait transpercé le corps avec ses griffes. Gris explique qu'il a survécu grâce à l'équipe médicale des nettoyeurs, en particulier grâce à une fille qui l'a soigné. Elle se présente, Elisha Stilzer, la seule guérisseuse forgeuse des nettoyeurs. Timidement, elle dit que cette fois c'était de la chance, rien de spécial. Gris insiste, elle l'a sauvé alors qu'il allait mourir, et il la remercie sincèrement. Il remercie aussi Follow, lui disant qu'il ne faut pas devenir un forgeur dans la précipitation et qu'il doit avancer à son propre rythme. Ému, Follow se jette sur lui et se met à pleurer comme un bébé. Gris se tourne ensuite vers Rudo, et lui dit de ne pas se sentir coupable à propos de l'amulette, si elle a pu être utile à quelqu'un de précieux, alors cela lui suffit, c'est sa manière de donner de la valeur aux choses. Rudo comprend et dit qu'il est heureux que Gris soit vivant. Engine ajoute alors que les vandales sont allés trop loin et ont provoqué les nettoyeurs. Désormais, ils ne combattront pas seulement les bêtes de déchets, mais aussi eux. Il dit avoir de nouvelles informations. C'est alors qu'arrive un homme, il explique que les vandales ont mentionné une frontière,
ce qui laisse penser qu'ils enquêtent aussi sur la cité céleste. Rudo demande qui il est. Engine, un peu surpris, répond que c'est le chef. L'homme se présente, Alpha Corvu, le leader des nettoyeurs. Il dit à Rudo qu'il pensait qu'il n'était là que pour obtenir des informations, et dans ce cas il l'aurait rejeté, car ils n'ont pas besoin de quelqu'un comme ça. Mais il a vu sa valeur, son courage, et son pouvoir qui peut beaucoup aider la cause. Ainsi, il déclare officiellement Rudo membre des nettoyeurs. Alpha l'invite ensuite à son bureau, il a un uniforme et des informations pour lui. Là-bas, il explique que la frontière est une zone qui existe entre la Terre céleste et le bas monde. La rumeur dit que ceux qui tentent de la traverser pour rejoindre la cité céleste meurent. Mais il a entendu une histoire intéressante, une femme vivait dans la zone interdite proche de la frontière. Elle a aidé un voyageur perdu là-bas. Celui-ci lui a demandé ce qu'elle faisait dans un tel endroit. Elle a répondu qu'elle observait les gens tomber d'en haut. Elle est restée de nombreuses années dans cette zone et a dit un jour qu'il existe des personnes capables d'aller et venir d'en haut vers le bas sans mourir. Alpha en déduit qu'elle a probablement vu quelqu'un capable de franchir la frontière. Rudo pense alors que s'il retrouve cette femme, il découvrira un moyen de retourner en haut. Alpha confirme, ajoutant qu'il pourrait aussi comprendre pourquoi il a survécu en arrivant dans le bas monde. Mais comme c'est un lieu extrêmement dangereux, il lui demande s'il est prêt à y aller ou à abandonner. Rudo affirme qu'il veut y aller. À ce moment, Engine arrive et remarque que Rudo porte déjà l'uniforme, il dit que ça lui va très bien. Puis on voit Zanka, inquiet et en sueur, devant une porte d'où sort une gigantesque silhouette. Mais on remonte 6 heures plus tôt, Rudo tente de forcer son départ pour aller voir la femme de la zone interdite, convaincu qu'elle détient une réponse sur le retour à la cité céleste. Engine le retient et lui dit qu'il doit d'abord se préparer pour affronter un endroit aussi dangereux. Il lui demande s'il compte y aller sans information et sans entraîner ses pouvoirs. Rudo demande ce qu'il entend par entraînement. Engine lui explique qu'il doit connaître ses forces et ses faiblesses, comme tout le monde. Il révèle aussi qu'il l'accompagnera, car partir seul serait du suicide. Rudo demande pourquoi lui y va souvent seul. Engine répond qu'en plus d'éliminer les bêtes de déchets, il doit aussi récolter des informations sur elles. Et désormais, ils doivent aussi se méfier des vandales. Rudo ne comprend pas comment ces types peuvent devenir forgeurs. Engine lui explique que tous ne sont pas de bonnes personnes, et que certains, malgré leur apparence, maltraitent leurs affaires, tandis que d'autres, apparemment mauvais, chérissent quelque chose de précieux. N'importe qui peut devenir forgeur, peu importe qu'il soit bon ou mauvais. Mais il ajoute que ceux qui rejettent les forgeurs les appellent des junkies, un terme péjoratif, car pour les gens normaux, s'attacher à un objet peut sembler sinistre. Rudo réfléchit, il pensait que les mauvais ne prenaient pas soin de leurs affaires, mais quoi qu'il en soit, ils paieront pour leurs actes. Engine lui conseille de se détendre et de se reposer. Dans sa chambre, Rudo pense qu'on lui a dit de se relaxer, mais il ne sait pas comment, lui qui dort peu. Il a une envie folle de fouiller les déchets. Soudain, Rio fait irruption en claquant la porte et lui propose de lui montrer les installations des nettoyeurs. Elle lui fait visiter, toilettes, cantine, salle de sport. Rudo constate qu'il y a beaucoup plus de choses que lorsqu'il vivait dans la cité céleste. Curieuse, Rio lui demande comment était sa vie là-haut. Rudo raconte qu'il admirait les paysages avec Recto, qu'il ramassait des déchets, et qu'il se moquait souvent de lui pour ça. La fille lui dit de ne pas s'en faire, car même ici, des gens font la même chose. Puis elle lui demande ce qu'il mangeait, pain, soja, des choses simples. Elle lui demande alors s'il a goûté des sucreries. Rudo dit que seuls les riches pouvaient en manger. Rio lui apprend qu'ici, ils en ont. Elle lui montre quelques friandises, expliquant que dans le bas monde, certains se spécialisent dans la vente de sucreries, et qu'ils en achètent régulièrement. Au même endroit se trouve Engine. Il leur demande s'ils sont venus pour les sucreries. Rio confirme et explique que Rudo n'en a jamais goûté. Engine raconte que, même s'il ne sait pas comment c'est dans la cité céleste, ici, les sucreries sont plus populaires que les drogues. Comme il est difficile de cultiver des légumes à cause de la pollution, certains marchands de nourriture sont des forgeurs spécialisés en cuisine, ce qui explique peut-être pourquoi les sucreries sont si abondantes. Rio autorise Rudo à en goûter. Celui-ci hésite, puis en mange une, et s'exclame que c'est un véritable festin, avant de se jeter dessus avec frénésie. Engine l'avertit de ne pas trop en manger, sinon il grossira. Un garçon s'approche alors. Pensant qu'il veut des bonbons, Rudo lui offre un sucre d'orge, la mort dans l'âme. Mais le garçon, impoli, le lui arrache et en réclame encore. Furieux, Rudo le traite de sale gamin. Un homme écarte alors l'enfant, et s'excuse auprès de Rudo. Changement de scène, Engine et Rio discutent du fait que Rudo a vidé le stock entier de sucreries. Zanka entend et se demande quelle nouvelle bêtise ce garnement a encore faite. En passant dans le couloir, il voit sortir une énorme boule d'une chambre, c'est en fait Rudo, qui l'avait effrayé plus tôt. Nouvelle scène, Rudo s'entraîne avec une dague, mais il n'arrive pas à utiliser son instrument vital. Engine plaisante en disant que c'est peut-être parce qu'il a trop abusé des bonbons. Zanka demande à Rudo s'il réparait des objets autrefois, car cela pourrait être la base de son pouvoir, qui fonctionnerait uniquement avec des déchets ou objets cassés. Zanka empile des objets et demande à Rudo d'en choisir un.
Rudo prend un morceau de métal triangulaire et, en se concentrant, le transforme en instrument vital, surprenant tout le monde. Engine félicite Zanka, dont la théorie s'est avérée juste. Fier mais gêné, Zanka cache son sourire et dit qu'un esprit ordinaire peut analyser mieux qu'un génie, demandant qu'on ne sous-estime pas un cerveau normal. Rudo le remercie. Zanka lui demande alors d'essayer avec d'autres objets. Rudo transforme une théière puis une peluche en instrument. Zanka est étonné qu'il y arrive encore, mais Rudo s'effondre, saignant du nez. Engine explique que la dernière fois qu'il avait utilisé plusieurs instruments vitaux d'affilée, il avait eu le même effet. Il pense que l'essence contenue dans ses gants est trop puissante pour son corps. Il explique que plus un objet est utilisé longtemps et avec soin, plus il devient un instrument vital puissant, car il accumule de l'anima. Une essence de qualité donne donc un grand pouvoir. Mais l'expérience et l'imagination de l'utilisateur sont aussi essentielles au combat. Zanka pense que, comme Rudo a ses gants depuis l'enfance, leur essence doit être très forte, mais il s'interroge sur les effets néfastes sur son corps et sur leur lien avec cette série. Rudo remarque que certains objets transformés en armes se désintègrent, mais pas ceux qu'il vient de créer. Ryo suggère que c'est parce qu'ils ont déjà rempli leur rôle. Elle explique que le pouvoir de Rudo est d'extraire la valeur maximale d'objets jetés ou inutilisables, et que leur fonction s'accomplit quand il les transforme en armes. Zanka soutient cette idée, rappelant que l'amulette de Gris s'était désintégrée une fois la bataille terminée. Engine conclut que ce pouvoir consiste à extraire la valeur ultime des déchets, puis à les consumer. Ainsi, Rudo n'a pas détruit l'amulette de Gris ni les autres armes, il a juste épuisé leur énergie. Rudo observe ses gants et comprend que son rôle n'est pas de détruire les choses. Ryo mentionne que ces gants font partie d'une série, et demande ce que cela signifie. Rudo suppose qu'ils appartiennent à une collection et qu'il en existe peut-être d'autres. Ryo demande s'ils ont un nom, car il est courant de nommer les instruments vitaux. Rudo répond qu'il n'y a jamais pensé. Engine lui dit que, le jour où il choisira, il faudra que ce soit un bon nom. Changement de décor, dans un terrain jonché de déchets, une personne assise devant une lumière fait résonner ses bottes. Une porte s'ouvre, Jabber et l'autre entre et s'inclinent devant leur chef. Celui-ci interrompt son rythme et prononce quelques mots, nettoyeur, cité céleste, hôtel du désert, instruments vitaux, la série, les séries vigilantes. Dans son dos apparaît le même symbole que celui des gants de Rudo. Il mentionne aussi le nom de notre protagoniste. De son côté, Rudo est en train de laver ses gants, se plaignant de la douleur dans ses mains. En sortant de la salle de bain, il tombe sur la grande surprise de voir Ryo dans sa chambre. Celle-ci lui recommande de ne pas veiller trop tard, car le lendemain ils doivent partir tôt. Rudo, nerveux, lui demande ce qu'elle fait dans sa chambre, et elle lui explique que la sienne se trouve juste au-dessus, et qu'ayant entendu des gémissements qui ont attiré son attention, elle est descendue par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Elle lui demande alors si ses mains lui font mal, et Rudo les cache rapidement en répondant qu'il ne souffre pas trop lorsqu'il porte ses gants. En l'observant de plus près, elle commente que ses blessures semblent assez graves, même si elles ne ressemblent pas à des brûlures. Rudo ne sait pas quoi répondre, car il faudrait demander cela à ses misérables parents. Avant de partir, elle mentionne que parfois les parents donnent des choses différentes, certaines bonnes et d'autres mauvaises. Le lendemain, Engine, accompagné de Gris et Follow, observe avec inquiétude le psychopathe des graffitis, qui dessine avec extase. Un peu plus tard, ils se réunissent avec le chef, qui leur annonce que, comme malheureusement le full face de Rudo n'est pas encore terminé, avant d'aller dans la zone interdite ils devront accomplir d'autres tâches. Rudo demande ce qu'est un full face, et Engine lui montre le masque qu'il portait lorsqu'ils se sont rencontrés, lui expliquant que pour entrer dans les zones interdites, il faut en avoir un. Le chef ajoute qu'en attendant, le mieux sera de lui faire poser un sort de bonne chance, car personne ne sait ce qui peut arriver dans ces zones. En posant un pied sur les déchets, il peut très bien être anéanti par une bête d'ordure. Pour réduire ce risque, il demande à un forgeur de peindre un sort. Ce forgeur a un libre accès à la base, et c'est pour cela qu'on y voit tant de graffitis. Cependant, comme ils ne l'ont pas vu dernièrement, ils devront maintenant aller le chercher à Canva Town, la ville du graffiti. En plus de cela, le chef leur montre l'équipe qui les accompagnera dans la zone interdite pour chercher le mystérieux homme. Du côté de l'équipe Iger, ce seront Delmon et Tamzi. Du côté de l'équipe Akuta, ce seront Zanka, Ryo et Engine. Et, comme toujours, leur soutien fidèle, Gris, Follow et Toom. À ce moment-là, Delmon s'approche avec passion, en criant qu'il connaît l'histoire de la vie de Rudo et qu'il déteste les personnes qui maltraitent leurs camarades. Il affirme donc qu'il ne permettra pas qu'on lui fasse du mal, et l'invite à rejoindre l'équipe d'Iger. Mais Tamzi lui demande de se calmer, car c'est Engine qui a invité Rudo, et par conséquent il appartiendra à Akuta. Ensuite, il se présente et lui dit qu'il aime aussi les personnes passionnées. Engine, comme toujours, profite de l'occasion pour dire que si Delmon aime tout ce qui est passionné, c'est le moment de l'entendre pousser un cri de passion. Zanka met rapidement des bouchons d'oreilles, et Delmon commence à hurler de toutes ses forces pour motiver ses camarades à aller à la ville du graffiti. Un instant, Rudo se sent nerveux, mais finit par crier lui aussi avec tout le monde. Un peu plus tard, ils partent tous vers la ville du graffiti.
Pauvre Delmon, il doit voyager assez inconfortablement. Finalement, après un long trajet, ils arrivent à un énorme dôme, ce qui surprend Rudo. Celui-ci demande si toutes les villes du bas-monde ont cette forme. Yanni répond que la plupart des grandes villes en possèdent un, afin de se protéger des déchets de la cité céleste. La majorité des personnes qui ne peuvent pas vivre dans les villes restent dehors et meurent écrasées par la pluie de déchets tombant de la cité céleste. Mais ce n'est pas à lui de s'en inquiéter, car la faute revient à ceux qui ont permis cette situation. Pourtant, Rudo ne peut s'empêcher de se sentir mal. À ce moment-là, des passants essaient d'entrer dans la ville, mais trouvent étrange de ne pas pouvoir le faire, même si la porte est grande ouverte. Cependant, lorsque le groupe essaie, il avance sans problème, ce qui déconcerte Rudo. Engine l'invite à entrer en lui expliquant que seules les personnes ayant de mauvaises intentions ne peuvent pas passer. Une fois à l'intérieur, Rudo est surpris de voir des dessins partout. Engine lui raconte qu'au bas monde, il existe beaucoup d'endroits où les gens n'aiment pas que l'on peigne sur les murs. C'est pour cette raison que Canva Town a été créé, un endroit où tout le monde peut peindre librement. C'est pour cette raison que Canva Town a été créé, un endroit où tout le monde peut peindre librement. Rudo demande alors s'ils sont venus uniquement pour voir des graffitis, mais Engine lui répond qu'ils sont là pour rencontrer un forgeur qui a le pouvoir de peindre. Il explique que son pouvoir consiste à conférer une sorte d'amulette aux choses par sa peinture. Comme Rudo a du mal à comprendre, Engine lui rappelle les voyous qui n'avaient pas pu entrer dans la ville, les murs à l'entrée sont peints avec un sort empêchant l'accès aux personnes mal intentionnées. Ils devaient sûrement avoir prévu de faire quelque chose de mauvais, et c'est pourquoi ils n'ont pas pu entrer. Rudo comprend enfin. Alors qu'ils avancent, Engine trébuche sur une petite fille qui se relève en pleurant et s'enfuit sans un mot. Ryo se moque de lui en disant que c'est de sa faute si elle est partie en larmes. Juste après, le maire de la ville apparaît et dit au groupe qu'ils sont arrivés plus tôt que prévu. Engine s'approche et explique qu'il voulait demander un sort à Gob, et lui demande où il se trouve. Mais le maire leur révèle que malheureusement, Gob est mort ce matin. Rudo se souvient alors que Gob était le psychopathe des graffitis, celui dont Engine lui avait dit qu'il faisait ce qu'il voulait sans jamais dévier de son chemin. Le maire leur apprend que Gob est mort à cause d'une contamination corporelle, malgré toutes les mises en garde de ne pas peindre hors de la zone sûre, il allait toujours dans les zones interdites pour peindre. Il regrette que cela se soit produit durant leur visite, mais Engine lui dit de ne pas s'en faire. Rudo se sent frustré, coupable de ce que les Célestiens font à ce monde. Mais Tamsi lui rappelle de ne pas trop prendre les choses à cœur, car les seuls responsables sont ceux qui permettent cela. Et une mort par contamination corporelle est quelque chose de très courant dans le bas monde. Le maire annonce ensuite que l'héritier de l'instrument vital de Gob a déjà été désigné. Cet instrument vital, une plume, se transmet de génération en génération, et c'est son propriétaire qui choisit son successeur. Nul ne sait selon quels critères, mais celui qui est choisi est le seul à pouvoir recevoir la plume. En la prenant, il réveille toujours ses pouvoirs de forgeur et commence sa carrière de forgeur. L'héritier est Remelin Tissark, l'enfant qui pleurait, celui qui avait gagné la reconnaissance de Gob. Hériter de la plume est un grand honneur pour un artiste. Cependant, Remelin est très jeune. Les créatistes sont ceux qui amènent des clients à la ville, et le maire doute que l'enfant supporte une telle pression. Rudo l'observe, le voyant dévasté. Follow commente qu'il existe des personnes qui deviennent immédiatement des forgeurs. Les objets ne deviennent pas des instruments vitaux sans être conservés longtemps, mais certains, ayant une nature de forgeur, peuvent le faire immédiatement avec un instrument vital, même si ce n'est pas le leur. Comme le dit Zanka, c'est aussi une question de talent. Mais Tamsi ajoute qu'hériter d'un instrument vital reste extrêmement rare. Le maire s'excuse encore, car leur demande devra attendre. Remelin était très attaché à Gob et le voyait comme un frère. Engine lui répond qu'il ne doit pas s'inquiéter. Le maire se rappelle alors combien Gob aimait peindre, qu'il le faisait toujours avec un sourire, peu importe si c'était une commande ou non. Engine, lui aussi, se souvient de ses passages au quartier général des nettoyeurs, où il peignait ce qu'il voulait avant de partir en courant, et il se désole de ne plus jamais voir son sourire malicieux. Tous regrettent sa perte. Engine leur dit qu'il est temps de partir, puis s'adresse à Remelin pour lui dire qu'ils reviendront le ou la voir plus tard. Mais soudain, l'enfant se lève brusquement et crie que c'en est fini, le moment de la dépression est terminé, maintenant il est temps de faire la fête. Tous restent stupéfaits. Remelin prend la plume et s'enfuit. Le groupe la suit jusqu'au toit, où elle déclare avoir ressenti la mort de Gob comme quelque chose de très douloureux et triste, mais qu'il ne pourra pas s'amuser dans l'au-delà s'il reste là à pleurer. C'est pourquoi il est temps de commencer la fête. Elle libère le pouvoir de la plume, qui devient un instrument vital, irradiant une énorme énergie. Elle commence à peindre avec enthousiasme, faisant prendre vie aux bombes de peinture, qui se transforment en feux d'artifice illuminant toutes les rues de la ville. Les habitants, émerveillés, observent la scène tandis que Remelin crie qu'il est temps de s'amuser. La scène rappelle Recto à Rudo, tandis que les citoyens, émus, saisissent eux aussi des bombes de peinture et commencent à peindre et à célébrer pour dire adieu à Gob dans la joie. Le maire, souriant, demande à Engine d'attendre un peu pour sa requête. Ce dernier lui répond qu'il ne doit pas s'inquiéter, car ils sont à Canva Town, la ville de la joie et de la liberté. À présent, dans un changement de scène, Rudo se montre en colère parce qu'on lui a peint le visage en clown,
même si, en réalité, ce n'est pas si éloigné de ce qu'il est. Remelin, de son côté, ne fait que rire et se présente à nouveau comme le nouveau créatiste, qui utilisera ses pouvoirs pour jouer, et non pour travailler. Rudo lui demande pourquoi diable il lui a peint le visage en clown, mais celui-ci l'ignore simplement et lui dit que, d'après ce qu'il remarque, il ne peut pas utiliser son instrument sans avoir reçu d'autorisation au préalable, un peu comme lorsqu'on ne peut pas faire de graffiti sans permission dans d'autres villages. Engin demande au maire de quelle génération provient Remelin et celui-ci lui répond qu'il est censé appartenir à la 6e, puisque les créatistes ne laissent généralement pas d'écrit ni quoi que ce soit de ce genre, ils ne communiquent qu'à travers leur art. Et concernant l'impossibilité d'utiliser ses pouvoirs sans autorisation, il en allait de même pour Gob. Le maire explique qu'à chaque génération, l'aptitude est similaire, bien qu'elle puisse varier avec de petits détails. Engin comprend, car chaque personne utilise, pense et expérimente les choses différemment, et donc le pouvoir et la manière doivent varier selon qui utilise l'instrument. Mais à ce moment, Remelin lui fait remarquer que ses pouvoirs sont semblables à ceux de la génération précédente, car ils partagent le même esprit ludique, comme des ballons pour apaiser le stress et des fleurs pour calmer les conflits, même dans des lieux différents avec des significations cachées, puisque Gob et les précédents successeurs ont choisi des gens libres et très joueurs, du moins c'est ce qu'elle pense, et elle compte elle aussi choisir un successeur semblable. Engin ne comprend rien, mais suppose que l'aptitude est similaire parce qu'ils pensent de la même manière. Cependant, Remelin lui répond que personne ne pense de la même manière, puisque chacun est libre de dessiner ce qu'il veut et que chaque œuvre est très différente. Engin n'y comprend toujours rien et le maire lui demande de se calmer, car chercher à comprendre les artistes pourrait simplement le rendre fou. Remelin se prépare alors à lancer un sort sur Rudo et transforme son pinceau en une machine à tatouer, ce qui surprend les garçons. Le maire lui demande d'être plus sérieuse et surtout de ne pas songer à le tatouer, lui demandant à quel moment elle a transformé l'instrument, puisque quelques instants plus tôt ce n'était encore qu'un pinceau. Elle lui répond qu'elle l'a changé parce qu'elle a eu l'idée de tatouer. Après tout, il faut varier les outils. Engin est surpris de voir qu'en plus d'être créatiste, elle peut aussi créer n'importe quel outil qu'elle imagine. Finalement, Remelin décide de transformer sa machine à tatouer pour éviter de le marquer. Mais elle les prévient que si elle se contente de dessiner quelque chose, cela disparaîtra une fois qu'ils se laveront. Elle dit qu'elle va se montrer plus sérieuse, mais en réalité pas du tout, puisqu'elle commence à rire en demandant à Rudo si elle peut lui graffer le corps lui dessiner un sort. Un peu plus tard, après avoir terminé l'enchantement, les garçons se préparent à rentrer à la base, où ils remarquent que Remelin est resté assez fatigué après le sort. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter la ville, les individus d'avant, ceux qui n'avaient pas pu entrer, s'en prennent au maire en comprenant qu'une gamine idiote a hérité de la plume alors que, selon eux, c'est à eux que cela aurait dû revenir, puisqu'ils avaient gagné les concours d'art. Mais le maire leur ordonne de se taire, car ils ne sont même pas dignes d'entrer à Canva Town et leur conseille de filer s'ils ne veulent pas d'ennui. Un peu plus tard, les garçons montent dans leur véhicule et prennent congé du maire, lui recommandant de ne pas trop se mettre en colère sinon sa tension risque de grimper. Remelin lui conseille de ne pas s'approcher de l'entrée. Avant de partir, Rudo dit à la petite qu'il a été témoin de quelque chose d'incroyable et la fille lui dit qu'elle viendra à leur base pour lui faire un dessin. En route, Engin dit à Rudo qu'ils vont retourner au centre pour récupérer son full face, mais avant de revenir, il a une brillante idée et s'arrête près d'une décharge. Enfin, toute la ville n'est-elle pas déjà une décharge? Rudo en profite pour faire ce qu'il adore, ramasser des ordures. Sans perdre de temps, Rudo s'en prend à celle-ci, mais soudain un téléviseur s'allume et affiche une étrange image. Dans un changement de scène, les garçons déjà au centre observent Auguste complètement surexcité, criant frénétiquement qu'il a enfin terminé le full face. Engin le lui présente, tandis qu'Auguste révèle que comme il n'avait jamais pu les présenter auparavant, il a pris la peine de relever ses mesures pendant qu'il dormait, afin que le masque lui aille parfaitement. Et il doit avouer que le résultat est génial. Rudo n'en revient pas que ce salaud soit entré en cachette dans sa chambre, mais cela vient du fait qu'il avait laissé la porte ouverte. À ce moment, sa sœur arrive pour l'arrêter et lui demande de cesser de causer des problèmes. Rudo, de son côté, observe Elisha, en constatant que ces deux-là sont frères et que leurs personnalités sont complètement opposées. Un peu plus tard, en descendant par l'ascenseur, Engin demande à Rudo de lui remettre son collier. Lorsqu'il le fait, tous se mordent les doigts et imprègnent le collier d'un peu de leur sang, en expliquant que les colliers sont comme une sorte d'émetteur et qu'on ne peut communiquer qu'avec les personnes avec lesquelles on a échangé son sang. Rudo trouve curieuse cette technologie, tandis que Follow et Rio lui disent que partager le sang est comme un signe d'amitié, et qu'il est maintenant temps qu'il leur donne aussi un peu du sien. Dans un nouveau changement de scène, les garçons se dirigent enfin vers la zone interdite. Engin fait remarquer qu'il a pris trop de déchets, lui rappelant qu'à mi-chemin il faudra continuer à pied et que ce sera compliqué de tout transporter. De plus, il doit se rappeler que poser un pied dans la zone interdite suffit à faire apparaître les monstres de déchets, et qu'il doit donc se préparer. Finalement, les garçons arrivent à la zone désertique interdite, où ce que l'on voit n'est pas du sable mais des déchets pulvérisés. Rudo se met en marche, car il doit d'abord s'entraîner avant de s'enfoncer plus profondément dans la zone interdite.
Pendant ce temps, les Vandales, grâce au téléviseur que Rudo a emporté, savent parfaitement qu'il se trouve à Panta, la zone désertique interdite, où est censé se trouver leur autre chef. De leur côté, les garçons affrontent les bêtes de déchets en forme de scorpions. Tandis qu'ils les détruisent, Toon s'occupe d'enregistrer leur apparence et leur manière d'attaquer, afin de mieux comprendre leur comportement et trouver une manière efficace de les contrer. Le problème, c'est qu'elles sont trop nombreuses et Zanka se retrouve rapidement encerclée, mais Engine rejoint le combat et les élimine toutes avec son parapluie. Enfin, presque toutes, puisque Rudo doit s'occuper d'une avec un clavier. Par ailleurs, on voit une jeune fille qui, en flairant quelque chose, se tourne dans leur direction. Rudo presse quelques touches et celle-ci s'envole pour attaquer le scorpion. Après avoir terminé, les garçons supposent que si autant de scorpions sont sortis, cela signifie qu'une grande quantité de déchets doit être enterrée sous cette pseudo-sable. Gris réprimande Toon pour avoir pris des notes en plein combat, lui ordonnant d'être plus prudente. Mais elle lui rappelle que sa tâche dans la zone interdite est justement de consigner tout, et qu'ils doivent la protéger, sinon, si elle reporte son travail, elle oubliera des détails importants. Rudo se plaint un peu, car la poussière bloque sa vision, mais il parvient à distinguer quelque chose à travers elle. C'est alors que Delmon et Tamsi le trouvent et l'avertissent qu'avec autant de poussière il pourrait se perdre, lui conseillant d'être plus attentif. Il le félicite aussi pour l'excellent travail qu'il a accompli. Rudo est heureux de sentir qu'il a enfin été utile, mais c'est à ce moment qu'apparaît devant eux la fille aperçue auparavant, qui, tout en souriant, dit qu'elle savait déjà qu'il viendrait la voir. Les garçons se demandent à quel moment cette femme est apparue, puisqu'ils n'avaient jamais remarqué sa présence. Engine se demande si ce n'est pas elle la femme qu'il cherche. Jusqu'ici, elle ne s'est pas montrée hostile, il pourrait donc l'interroger. Sans perdre de temps, Ryo lui demande directement si elle est bien la femme qui a vu des gens aller et venir de la cité céleste. La fille lui répond que oui et remercie d'avoir eu de la chance. La jeune femme se met alors à tousser, disant que cet endroit pue et abîmera ses poumons, et les invite à venir chez elle pour discuter sans masque ni autre équipement. Elle leur dit que c'est à quelques pas seulement. Cependant, les garçons se méfient et sentent qu'elle prépare quelque chose. Ryo dit à Engine que si c'est un piège, elle pourrait y aller seule, mais il refuse, car le mieux est d'y aller tous ensemble. Et même si c'est un piège, le mieux est de tout régler en parlant. Et si à la fin il n'y a pas d'autre choix que de se battre, ce sera lui qui l'affrontera. Et maintenant, dans un nouveau changement de scène, dans la maison de la mystérieuse jeune fille, Rudo observe, stupéfait, tandis qu'Engine s'effondre au sol en recrachant une grande quantité de bave.